Bonjour et bienvenue au casting pour le film Joker. Nous aurions besoin d'entendre vos rires, messieurs, dames. Alors, qui veut commencer ? Je vais commencer. Très bien, allez-y. Très bien, c'est pas mal. Mademoiselle ? C'est pas mal aussi. Jeune homme ? Oh, je pense qu'il le tient. Quel est votre prénom ? Je suis Jean Rire. Jean Rire. Eh bien écoutez, Jean Rire, vous avez le rôle. C'est vrai ? Oui. Putain de merde. C'était gênant. Bouya. Hey, ils ont pas entendu la musique ? Et si t'as fait, je sais pas, on était encore dans notre rire. Si, Bouya. Bonjour et bienvenue dans ce 128e épisode de Comics Outcast, toujours avec mes rigolards autour de la table. On va dire bonjour aux chroniqueurs. Quetrus, comment ça va ? Bonjour. Ça va ? Ah oui, c'est très franc et direct. Qu'est-ce que tu lis des choses toi en ce moment ? Ouais, je suis en train de relire Watchmen parce que j'attends qu'il y ait plein d'épisodes de la série qui sortent et de me refaire tout comme ça. Et puis, Tu vas tout dévorer d'un coup. Pour binge-watcher, on peut te spoiler ou pas ? Non. Okay. Alors à la fin. Nivray, comment tu vas ? Eh ben ça va. Quoi de neuf dans tes lectures ? Eh ben je suis en train de lire Loba Loca, la nouvelle sortie de label 619 de Ron et Sangelin. Ah. C'est un des spin-offs de Moutafokaz. Et j'ai eu la chance d'avoir le tome 2 en avance. Du coup, ouais, c'est super cool. Très bien. Privilège. On va dire bonjour à Grégo aussi. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien ? Tu as des lectures en ce moment, des choses Oui. que tu lis ? Oui, j'ai écouté le 127e épisode de Comics Outcast. C'est bien, t'étais dedans, non ? Non. Ah oui, c'est vrai. Et j'aurais bien aimé parce qu'on parlait de l'heure à un moment, enfin bref. Et j'ai commencé, alors je sais plus lequel est lequel, mais House of X et Powers of Ten. Ouais. Voilà. Et Ah oui, il faut bien dire X10. J'ai bien senti à l'émission que j'allais apprécier, et en effet, j'apprécie énormément. J'espère que vous aussi, auditeurs, vous avez apprécié cette émission, parce que c'est vrai que c'était un bon nœud à défaire, toutes les séries et sur-séries. Je crois que j'ai commencé. Enfin, je crois que j'ai commencé. Oui, j'ai commencé aussi. Et ouais, il faut absolument une reading list. C'est nécessaire pour. Mais elle est dedans. Elle est dedans. Ouais. Ouais, non, mais je veux dire, tu peux pas faire en disant, moi, je vais lire tout d'un coup, tous les House of X d'un coup, puis les. Le seul piège, c'est si tu commences par Powers of Ten et que tu vois la reading list à la fin. Ouais. Je pense que Et c'était comme- dégoûté. Merde. Merde, j'ai raté le premier. Alors, en parlant de comics, on va vous demander ce que vous nous avez préparé en revue cette semaine. Quetrus, c'est toi le premier ou pas ? Non, c'est Grégo le premier. C'est moi le premier ? Dans l'autre sens. On va parler de Space Bandits, Et c'est quoi ? si ça se prononce comme ça. J'imagine. C'est plus ou moins un petit space opéra signé par Mark Millar. Bandits. Ok, je crois que t'allais faire cette blague, c'est dommage. Nivray, toi, tu nous parles de quoi ? Je vais vous parler de Lois Lane. Qui ? Qui est-elle ? Oui. Bah voilà, non, Lois Lane, Miss derrière Superman. À l'autre, là. Voilà, Miss derrière Superman. Oula, Et ben là, elle est devant. America's Ass, c'est ça. Et toi, Quetrus, c'est quoi ton titre ce soir ? Moi, c'est Jimmy Olsen, le pote de l'homme super. Et du coup, il est derrière, à côté, devant. Alors là, dans celui-là, il sera autour, en dessous, avant, après. C'est un peu... Ok. Tu verras. Intéressant. Et la fin de cette émission, en fait, la deuxième moitié, tout simplement, on va rester chez DC Comics et on va parler du personnage de Joker en l'honneur du film qui vient de sortir, qui vient de sortir. Non, en fait, ça fait une blinde que c'est sorti pour vous. Parce qu'il est sorti le 8 et nous on est le 25 octobre 2019. Et du coup, on a consacré un focus, un dossier sur le personnage de Joker. C'est Nivray qui nous a préparé ça. On va parler entre autres de nos itérations préférées et de celui que préfère Nivray. Et en dernière partie de l'émission, on reviendra dans le hors les bulles sur le film qui apparemment a divisé un peu les fans et peut-être l'équipe ici. Peut-être. Mystère. Oui, vous ne répondez pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui. Comics Outcast 128, c'est parti. Oh, joli. On commence tout de suite l'émission plein feu sur les revues. 3 comics que nous avons choisis. On regarde les premiers chapitres pour se rendre compte de l'émission.
de l'émission du comics, pardon. C'est moi qui me rends compte que je suis dans une émission. Et pour ouvrir le bal, c'est Grégo avec son Ces bandits de l'espace. Un titre donc Marc Millar et illustré par Matteo Scalera. À la couleur, une autre personne qui vient du Méditerranée qui s'appelle Marcello Maiolo. C'est chez Image Comics et c'est sorti cet été. J'ai pas mes notes sous les yeux. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure. Qu'est-ce que tu veux voir? Et je voulais voir le prénom, même le nom de famille aussi de Matteo Scalera. Voilà. Bien connu pour avoir dessiné Black Science. Ah, c'est donc pour ça. Et il me semble aussi quelques issues, peut-être plusieurs même de l'eau aussi, L-O-W. Ouais. Ça, c'est vraiment les débuts Comics Cast Origins. Space Bandits, donc un space opéra. Moi, j'ai signé à Space, dans le titre. Quelle surprise. Ah oui, d'ailleurs, attends, sur la couverture, est-ce que il n'y a pas de muscle. Hein. C'est pas... Eh ben, justement, robot, c'est ce que j'ai rien. regardé et la couverture ne passe pas forcément mon test, puisqu'il n'y a ni vaisseau, ni muscles surdéveloppés, ni robot. Si, il y a un vaisseau là, derrière. Si, il y en a un, c'est bon. Ah, ok. Le muscle, il a un coup musclé. C'est vrai bon. que lui a un coup musclé. Ouais. Et bon, il n'y a pas de robot, mais bon, c'est pas trop. Mais il y a Space dans le titre, donc ça fait des points Ouais, ça bonus. vaut tout. Ouais. Donc, sans aucune surprise, c'est un space opéra que nous livre ici Marc Millar. La prochaine fois qu'il dit Space Opera, je te claque. Space Opera. Aïe. Qui va nous parler en fait de vengeance. Pourquoi de vengeance ? Eh bien, c'est très simple. L'histoire commence à bord du croiseur de croisière Lionel Richie, où en fait un groupe de criminels organisés vont s'adonner à un hold-up de l'intégralité des passagers en fait du croiseur de croisière Lionel Richie. Alors, vous riez, mais c'est vraiment un vaisseau qui a la forme de Lionel Richie. En fait, l'avant, c'est sa tête avec ses lunettes. Est-ce qu'il crie dans l'espace Hello, is it me that you're calling for? Non, et c'est dommage. Bref, le casse se passe bien. On découvre le cerveau du casse, qui est une jeune femme qui s'appelle, je crois, Cody Blue. J'ai toujours pas mes notes, je suis complètement à l'aveugle et sans filet. Pour l'instant, ça va, tu dis pas de bêtises. Ouais, Il est venu que avec sa voiture. même pas. Et elle est accompagnée des 4 gangsters, des 4 criminels les plus dangereux de la galaxie. Alors je sais plus si c'est la galaxie ou l'univers. Une différence d'échelle, c'est pas. Donc ils repartent du croiseur Lionel Richie les poches emplies de magots. Et vont ensuite s'organiser pour se partager équitablement la somme récupérée. Jusqu'au moment où les 4 gangsters, qui étaient plutôt les muscles de l'opération, dévoilent leur plan final, qui est de ne pas partager avec Cody le cerveau et qu'ils la descendent. Elle chute alors par la fenêtre, vient s'écraser en bas du bâtiment. Et puis, chacun des 4 va qu'à ses propres occupations. Ça, c'est la première partie de la première issue. Et on passe ensuite sur le deuxième personnage. Et là, Nivray, je vais avoir besoin de tes notes puisque j'ai plus son prénom en tête. Théma Théna Cole, j'avais le nom de famille. Théna Cole, qui elle s'adonne aussi à quelques petites arnaques puisque sa tête est mise à prix dans plusieurs systèmes. Et en fait, elle a un petit plan bien rodé puisque son petit ami la livre régulièrement aux autorités. Et elle s'arrange toujours pour s'évader pendant son transport vers la prison ou vers l'établissement carcéral le plus Space proche. Prison, attention. Ou les Space Prison. Et on découvre à chaque fois en fait qu'elle a un talent inné pour la bagarre, le combat rapproché, puisqu'elle arrive à facilement se défaire de plusieurs gardes armés. Et en général, il y a le petit ami dans le vaisseau qui vient la récupérer et qui arrive toujours au bon moment. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se remplir les poches en fait, en récupérant à chaque fois les primes. Jusqu'au jour où elle se fait à nouveau capturer, et je crois que d'ailleurs que c'est leur dernier gros coup, et elle annonce aux gardes qui l'escortent jusqu'à la prison que son petit ami va bientôt arriver et que de toute façon elle va s'évader, elle ne les craint pas. Et finalement rien ne va se passer, elle va se retrouver pour le coup prisonnière sur un établissement carcéral, je crois, qui est en forme de crustacé géant. Et sur qui elle va tomber du coup dans cette prison ? Sur Cody,
le personnage qu'on croyait mort au début de l'histoire, et qui lui répond en quelque sorte à la fin de la première issue, tu veux te venger, ça tombe bien, moi aussi. Voilà. Et on va avoir donc nos 2 héroïnes en prison, et c'est là-dessus que se termine l'issue 1, et je pense que c'est un résumé raisonnable. Oui, assez rondelet. On peut Un cerveau et des muscles. Voilà, on peut deviner ce qui va se passer par la suite, évidemment, puisque je vous ai dit que c'était une histoire de vengeance. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Ça se lit bien, c'est voilà, agréable à lire. Les dessins sont cool, les couleurs sont belles, il y a des bonnes idées. Après, venant de Mark Millar, j'avoue que j'étais assez curieux de voir ce qu'il aurait pu nous en faire. Là-dessus, je suis peut-être un peu déçu parce que, en tout cas jusqu'à l'issue 3, j'ai l'impression que il se contente du minimum syndical, à part quelques éléments un peu provoquants sur l'un des premiers 4 gangsters là, qui se retrouvent sur un établissement de plaisir. De plaisir, voilà, merci. Ouais, qui s'appelle Rob and Charlie. Ouais, l'établissement, je sais pas à quoi ça fait référence, pardon, mais je me demande si dans la traduction française ils vont mettre Jackie et Michel. Ce serait marrant. Je sais pas, moi je connais pas. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est à peu près le seul moment où c'est un peu trash. Oui, voilà. Et là, je me suis dit, là, je crois que c'est Millar qui s'est fait plaisir parce qu'en effet, c'est un peu trash. On voit limite des scènes d'accouplement implicite, quoi, niveau film de M6, il y a des sextoys. Et puis après, lui, son kiff, c'est de se taper un maximum d'extraterrestres. Donc après, c'est beaucoup d'êtres un peu bizarres. La manière de capturer les Pokémon, quoi. Voilà. et en fait, c'est le seul passage où je me suis dit, ah oui, là, ok, Millar essaie d'être provoquant. Mais le reste, ça aurait pu être écrit par, je sais pas, peut-être par moi. En fait, tu sais, je pense que c'est aussi dû au dessinateur. Parce que ce sera un autre dessinateur, il y aurait plein de scènes qui seront hyper trash et hyper choquantes. Tu crois ? Ouais. Et on est, il y a quand même un mec qui se fait exploser la tête, quoi. Mais c'est fait de... C'est pas mignon, mais c'est du cartoon, donc en fait, ça passe très bien. Mais tu prends un autre dessinateur... Tu vois, un peu comme celui de Kick-Ass, ça peut changer du tout au tout. Ouais, peut-être. Mais après, c'est moins violent que ce qu'on a l'habitude de lire de Millar. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, alors, du coup, je suis pas déçu parce que je vais lire. Alors, c'est en 5 issues. Donc, T'as tout fini, toi ? Non, j'ai pas tout fini. J'ai lu que les 3 premières. D'ailleurs, la dernière sort en novembre. Donc là, il y en a que 4 de sortie. Mais voilà, je vais lire sans déplaisir. Sauf grosse surprise dans les 2 derniers numéros, je suis pas sûr que ça restera dans les annales en se disant ah oui, Mark Millar il avait fait ça, c'était quand même assez ouf, quoi. On a un petit peu l'impression, je crois qu'il a signé, si j'ai bien suivi, il a signé tous ses droits avec Netflix. Ouais. On a un peu l'impression en fait qu'il pompe pas mal de matériaux pour en faire des séries, parce qu'il a aussi, en cherchant là sur l'auteur, j'ai vu qu'il avait fait une couve pour une autre série de space opéra. D'ailleurs que je pense que amener pour le prochain numéro, qui s'appelle Sharky ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Booty Hunter, ouais, Sharky Ouais. Booty Hunter, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et aussi, qui fait partie des projets pour Netflix. Voilà, et tu sens un petit peu, il se dit bon, je vais me faire un petit catalogue et puis pour assurer mes vieux jours, en fait c'est un petit peu son livret A, quoi, qu'il est en train de nous faire. Il est un peu vieux. Nivray, toi, ton avis sur le comics, est-ce que tu as eu le même enthousiasme que Grégo ? J'ai eu beaucoup de mal à lire ce mot. Non, c'est un peu du mal. C'est clairement quelque chose que j'aurais pu choisir, de la cover, de tout ça, parce que c'est du Millar, parce qu'il y a des filles sur la couverture, parce qu'elles ont l'air badass et qu'il y a des couleurs. Et ouais, j'ai bien aimé, mais comme dit Grégo, ça manque de Millar en fait dedans. On a l'impression qu'on retrouve pas ces sujets, on retrouve pas. Enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça m'aurait pas choqué. Par contre, ouais, c'est rapide, c'est efficace parce que 5 issues, là j'ai lu du coup les 3 premières. Je sais plus si j'ai lu la 4. Mais en tout cas, ouais, c'est rapide, c'est efficace, ça dépote assez vite au niveau vengeance. Parce qu'au début, je m'étais dit, oui, non, si elle doit tuer toute son équipe, bon, en fait, ça va, c'est rapide. Et ouais, c'est efficace. Disons que la promesse, elle est là, c'est exécuté. Mais après. Je sais pas, en fait, il n'y aurait pas écrit Millar sur la couverture, j'aurais dit, c'est trop cool, mais là, je sais pas, il y a un petit truc qui manque. Ouais. J'aurais aimé un peu plus que ça. Après, comme tu dis, c'est peut-être une question de pondre des trucs rapidement pour Netflix. Ça, je pense que t'as pas besoin d'avoir réfléchi une éternité pour ça. C'était peut-être un pitch qu'il avait écrit vite fait sur un bout de papier, il s'est dit, allez hop, celui-là, on le sort, comme ça serait fait. Je sais pas. Ouais, Deux Meufs, ça me rappelle un petit peu. Alors, je suis le plus vieux ici, mais. Non, on l'a vu. Dirty Pair. Ah, je crois que t'es autre chose. Le manga qui s'appelait Dan et Danny. Non, en français. Bon, les plus vieux, un gros big up. Que truc, toi, ton ressenti ? C'est un bon western en fait.
C'est typiquement, classiquement, un scénario de western, en fait. Des badass qui se font trahir et qui recherchent la vengeance dans une épopée, une épopée vengeresse, quoi. Donc en fait, ça marche super bien. C'est déjà vu, revu. Je veux dire, il y en a plein des trucs comme ça. Il y en a eu plein des films, il y a eu plein de BD qui sont comme ça. Mais c'est cool. En fait, c'est cool parce que c'est transposé dans un univers qui est assez marrant. Genre la prison crustacée, c'est en fait c'est un ancien animal un peu comment dire, pris pour un dieu vénéré, qui est mort, et ils ont installé une prison dedans. Donc c'est marrant, en fait, il y a plein d'idées comme ça que tu peux retrouver dans la littérature ou de la BD de science-fiction européenne des années 70-80. Donc c'est cool, en fait, ça mélange des genres, mais en fait, si vous aimez bien les films de cow-boy, si vous aimez bien ce genre-là, mais la transposer dans l'espace, allez-y, parce que c'est simple, mais c'est cool. Et dès la première issue, en fait, t'as qu'une envie, c'est que les deux nanas se vengent et éclatent tous ces mecs-là, quoi. Oui. Alors après, il y aura peut-être un twist. Moi, j'ai pas lu le 4 encore, j'ai lu que jusqu'au 3. Et puis les dessins sont vraiment très beaux. C'est et les couleurs sont sympas aussi. Et toi, le côté Millard, c'est Millard qui l'a écrit, donc ça doit peut-être atteindre certains. Moi, ça me va très bien parce que plein de fois, en fait, même quand j'ai chroniqué des Millard, en fait, t'entends toujours la même critique sur Millard, en fait. C'est toujours parce qu'il fait toujours la même chose, il fait toujours le même style. Du coup, il est critiqué tout le temps là-dessus. Puis là, il fait autre chose qui est un peu plus cool que d'habitude, un peu moins irrévérencieux et qui a pas un message, à part un peu peut-être même un petit message féministe très léger, quoi. Enfin, voilà, un peu à l'américaine. Mais du coup, c'est cool, quoi. C'est cool qu'il fasse autre chose. Et oui, si c'est pour être adapté sur Netflix, pourquoi pas. Moi, je veux bien voir un Cowboy Bebop, tu vois, remanié comme ça, quoi. Par contre, oui. Genre, tu vois, je vois très bien ça adapté comme Good Omens, tu vois, en 8 épisodes ou 10 épisodes en mini-série, et c'est parfait, quoi. Ouais, on a peut-être donné l'image de personnes qui n'avons pas aimé, mais moi j'ai apprécié en tout cas. Ça se laisse bien, c'est cool. Adrien. Est-ce qu'on peut dire que du coup, avec ce titre, il a mis l'art de côté ? Oui. Moi j'ai envie de. Donc moi j'aurais quand même envie de le recommander, notamment à certains de nos patriotes. Par exemple, on pourrait le recommander à Matt Satonaka. Et comme ou à Perchak. Comme c'est un peu à Western Spaghetti, on peut le recommander à John Couscous aussi. C'est exact, mais là tu ne les fais pas dans l'ordre, il va falloir retenir. Deuxième titre ce soir, c'est celui de Nivrae Loi l'année, Lois Lane, un titre naturellement de chez DC Comics, sorti, j'ai pas trouvé la date, mais juillet 2019, c'est exactement ce à quoi je pensais. Écrit par Greg Rucka, illustré par Mike Perkins, et à la couleur Mount, parce que j'ai que le nom qu'il y a sur la couverture, je suis désolé. Et moi j'ai même pas noté la couleur, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de couleurs. La couleur c'est gris. C'est très gris. Voilà. Et donc voilà, tu vas nous faire cette petite présentation de ce petit titre. Pourquoi j'ai dit comme ça ? Je sais pas. Alors du coup, Lois Lane, 12 issues, ils ont tendance en ce moment, DC Comics, à faire des maxi-séries de 12 issues, puisque Kate Russ va vous parler juste après. Greg Rucka, bon ça va, on le connaît, on en a déjà assez parlé ici. Mike Perkins aussi, hein. Oui, Woman, ok, Greg Rucka. Vas-y, Black Magic, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai lu, Gotham Central, du Wonder Woman aussi. Mike Perkins, j'ai noté quoi ? The Stand du Stephen King, Astonishing X-Men aussi. Voilà, donc alors qu'est-ce qui se passe ? Lois Lane, on sait qui c'est. C'est la meuf de Superman. Ok. On sait qu'elle a écrit non, c'est la meuf de articles. Clark Kent. Non, c'est une journaliste renommée, ok ? C'est une journaliste. Oui, mais justement, elle est toujours présentée en tant que femme 2. Alors, pourtant, elle a eu un prix Pulitzer pour ses articles. Voilà. Donc là, en fait, le comics, il est centré sur elle et sur son personnage. Elle est journaliste. Elle mène une enquête actuellement. Elle a une info qui est hyper importante. C'est écrit d'ailleurs sur la couverture qu'elle a découvert le secret le plus dangereux du DC Universe. Et maintenant, elle doit juste le prouver. Voilà. Donc elle écrit un article qui est... On ne sait pas trop au début, on en apprend au fur et à mesure des issues. En tout cas, elle a trouvé quelque chose de fou, mais elle n'a pas mis au courant ni Superman ni Clark Kent. Ni nous. Voilà, ni nous. Tout ce qu'on sait, c'est que y a une journaliste qui est morte en Russie, enfin une personne qui est morte en Russie qui avait des infos. Comme d'habitude. Qu'on tente de lui boucler. J'arrive pas à Grégo, calme-toi, Grégo. On tente de la muter, on va dire. De la faire taire. De la faire taire, merci. La muter. On apprend plein de choses. On apprend qu'elle a été dans l'espace, qu'elle a rencontré le papa de Superman, qu'elle a rencontré son fils, mais elle veut pas en parler. On sait qu'elle envoie des gens
qui ont l'air d'être très étranges à Moscou pour essayer d'enquêter sur la mort d'une dame qui avait des infos sur ce sujet. Elle essaye d'en parler à quelqu'un du gouvernement, mais il y a des choses qui vont pas. Elle se fait bannir de la Maison Blanche. Ça devient très bizarre. Et on apprend aussi à côté de ça que sa vie avec Superman et Clark Kent fait beaucoup parler, puisqu'en fait, il y a une médiatisation de son baiser avec Superman. Donc les gens sont au courant qu'elle embrassait Superman alors qu'elle est mariée avec Clark Kent. Donc elle se fait traiter simplement dans la rue. Quelqu'un qui passe, il fait stop. Kit Clark Kent est lui aussi un grand baraquet brun. Voilà. Mais Mais ils se ressemblent pas mal physiquement. Mais voilà, donc c'est un petit peu la petite vie de elle, qui est quand même le personnage central, principal de l'histoire, qui mène son enquête. Superman à côté, qui fait ses petites actions et qui lui vole un peu la vedette parce qu'il essaye de la protéger, alors qu'en fait, elle lui explique, gars, je te protège pour une fois dans ta vie. Fais pas des conneries. Donc voilà, non, c'est ambiance. Un petit peu peut-être thriller, plus film noir, donc il y a très peu de couleurs. On est vraiment centré sur elle. Alors pour l'instant, il y a 4 issues qui sont dispo. Ça avance pas énormément dans l'histoire. Son histoire de secret, on ne sait pas trop. On rencontre des personnages que je ne connaissais pas trop, donc René Montoya, qui, alors je sais comment s'appelle le nom du personnage. J'ai oublié complètement. En gros, elle n'a pas de visage, elle l'a récupéré. The Question. Merci. C'était tellement compliqué que je te pose la question. Non, mais c'est la question. Merci. Du coup, on rencontre pas mal d'autres personnages autour de ça qui vont l'aider. Montoya, en fait, protège Lois Lane. Alors, si je ne me trompe pas, René Montoya, c'est une flic qui travaille avec Gordon à Gotham City en temps normal. Et du coup, il y a la scène justement, elle se rencontre où elle explique que non, c'est bon, je peux être à Metropolis, c'est pas grave. Voilà, elle vient l'aider, en fait, elle vient vraiment la protéger et enquêter en fait sur cette affaire, puisque on sait que Lois Lane a un gros truc, elle a un gros dossier, elle attend juste d'avoir toutes les preuves pour pouvoir le sortir. Donc on est dans ce flou complet dans les 3 premières issues. On sent qu'il y a quelque chose. Parce que c'est quand même écrit sur la couverture que c'est The Most Dangerous Secret of the DC Universe. C'est quand même, ça a l'air impressionnant. Mais on n'a pas trop. Alors on a des petits bribes de trucs. On nous parle d'un camp de réfugiés, on nous parle de jeunes enfants, on nous parle d'histoires d'argent, de trucs internationaux, de séparation familiale. Enfin, il y a des trucs qui sortent, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. En fait, pour moi, la scène de la Maison Blanche. La scène de la Maison Blanche où justement Loïs adresse directement la porte-parole pour lui poser ses questions. Je pense que c'est par rapport à la situation politique actuelle ou avec les ça ressemble un petit peu au problème qu'il y a. Où sépare les parents des enfants et tout. Donc je pense que là c'est peut-être juste un name drop, tu vois. Mais je suis pas sûr que ce soit lié on sait pas si c'est lié ou pas. Il y a ce truc là qui traîne au milieu de ça. Et la 3e issue se finit avec un espèce de faux cliffhanger un peu pourri, mais qui m'a fait rire parce que tu es dans cette espèce d'ambiance un peu sombre, film noir. Et comme je crois que c'est la première ou la 2e issue, elle rentre chez elle et elle se glisse sous la douche et faire un câlin à Superman. Sauf que dans la 3e issue, elle rentre sous la douche pour faire un câlin à Superman et c'est pas Superman. C'est qui ? Voilà, c'est horrible. En fait, c'est très bizarre. Ce comic, il m'a un peu déstabilisé parce que il y a des choses qui m'intéressent. J'aimerais savoir ce que c'est son enquête, quelles sont ses infos. Ça m'intéresse. Par contre, tout ce qui est autour de sa relation avec Superman, pour l'instant, je suis pas fan. Et je me dis, sur 12 issues, si je dois attendre, dans les 2 dernières, d'avoir un peu le reveal, d'il se passe quelque chose, et que je dois subir toute la romance qui, en fait, ne m'intéresse pas trop entre les 2 personnages, je suis bof motivé pour ça. Quetrus, est-ce que toi, déjà, t'es fan de Lois Lane ? C'est une très bonne question, je me l'étais jamais posée. Il est grand oui, parce qu'elle n'existe pas trop. Je suis fan de Lois Lane dans All Star Superman, comme je suis fan de tous les personnages de All Star Superman. Dans ce comics-là, moi je trouve ça intéressant. J'aime bien le côté justement un peu pas roman noir, mais thriller en tout cas, qu'ils essayent d'adopter et qui est presque en contradiction. On en reparlera tout à l'heure avec Jimmy Olsen, qui sort en fait en même temps. À peu près c'est presque une même collection. Enfin, c'est le même truc. Et moi, je suis intéressé en fait par son enquête. Je trouve ça cool. Je trouve ça sympa de mêler la politique à ça, les intrications. Ça me rappelle des séries politiques, tu vois, dont j'oublie complètement les noms. Criminal. Ouais, ce genre de choses. C'est un ton qui est donné, qui me plaît.
Et pareil, en parallèle avec Jimmy Olsen, en fait, j'aime bien. Ça traite, en fait, les deux comics traitent de Superman, mais par des angles différents et par deux personnages différents. Et je trouve ça super intéressant. Et moi, j'aime bien justement les pages où il y a la relation entre Lois et Clark Kent. Je trouve ça sympa. Je trouve que ça approfondit, puis ça fait voir un pan de cet univers qu'on n'a pas d'habitude d'avoir. Souvent, c'est Superman. Un peu trop mielleux, le Superman. Ouais, mais pour moi, il est mielleux, Clark Kent, en fait, tu vois. Je sais pas. Il Ouais, est mais là, c'est charmant. Superman qui est mielleux. un peu... Quand il l'emmène, Mais c'est la même genre, reviens, je vais te personne. faire voler pour me faire pardonner. Je te Ouais, C'est il y a ça, un ça le peu côté de Aladdin tête, qui quoi. t'emmène sur son Ouais, son limite, Superman, Mais elle s'en plaint d'ailleurs. Superman 2. Limite pervers narcissique manipulateur. Oui, il a un petit côté manipulateur. Ouais, d'ailleurs, Ouais, un enfin, peu, quand ouais. les scènes où Clark Kent venait rencontrer Lois Lane pour lui dire au fait est-ce que tu veux me dire de quoi on parle, comment ton enquête avance et tout. J'ai bien aimé le fait que poliment, simplement, elle lui dit simplement écoute, pour le coup, c'est mon histoire, je m'en occupe. Mais très vite, effectivement, dans le deuxième, quand d'ailleurs, c'est lui qui la sauve ou pas? Non. C'est pas lui. Il arrive juste après, en fait, Oui, il c'est arrive ce qui est après. bizarre. Il y a effectivement une longue conversation sur leur relation, à quel point il faut se faire confiance. Et en fait, on s'en doute déjà parce que leur couple a l'air parfait et c'est pas le sujet du comics. En fait, c'est dommage que on passe autant de temps malheureusement à redéfinir pourquoi leur couple marche, pourquoi justement le fait que Superman n'utilise pas ses pouvoirs pour espionner entre guillemets Lois Lane. D'ailleurs, c'est une question aussi. Est-ce qu'il espionne vraiment ou pas? Ça, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que le côté Pourquoi c'est pas intéressant? Pour moi, en fait, je me dis, Lois Lane, je suis pas sûr qu'elle est. Moi, je lis pas les comics Superman, Action Comics au quotidien. En tout cas, à la diffusion continue en 2019. Donc, je sais pas à quel point elle est mise en avant et à quel point son rôle de journaliste l'est. Et là, c'est vrai, je trouve dommage que il soit là aussi souvent. Après, peut-être que c'est le début et que ça va s'estomper à la suite, peut-être qu'il va être neutralisé, justement, il ne pourra plus s'en servir. Mais c'est vrai que je me dis, mince, c'est dommage, c'est un comics Lois Lane. On aurait pu montrer dans le premier panel le fait qu'elle sorte de la maison, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Et Superman n'est pas lié parce que c'est pas une menace planétaire, c'est pas, ok, c'est sa meuf, c'est sa femme, clairement c'est l'amour de sa vie, il y a pas de problème là-dessus. Je suis content qu'il soit amoureux, mais j'ai pas envie de voir. À la limite, ne me montre que Clark Kent, ça me dérange pas, mais pas Superman, Pas quoi. Superman. C'est plus ça. C'est voilà. C'est la question, pourquoi ça m'a dérangé. Ouais, je comprends. Mais moi, je trouve ça cool, par exemple, pour des nouveaux lecteurs ou lectrices, Ouais. tu vois, de commencer par ça, c'est pas mal, en fait. C'est bien, ça te présente le couple, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste que dans ce comics, je suis déçu d'avoir cette partie de l'histoire remise, en fait. Je pense que dans le numéro 1, leur relation est très très bien établie. Ils font quick, ils parlent de leur double identité, de la double identité de Superman, tout ça, et du fait que le fait qu'on parle d'elle les tracasse. Et ça, c'est cool, mais une fois que ça c'est fini, on passe à l'enquête, et c'est bien, on se lance dedans, mais Superman est là. C'est plus ça qui me dérange un petit peu. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est le coup avec son fils, où elle débarque dans la Dans séquence. Ça arrive 2 fois quand même. Hein. Donc pourquoi? C'est bizarre. Ouais, je sais pas. Oui, Pourquoi c'est la deuxième fois qu'il débarque ça fait 2. Non, parce qu'en fait, la première fois qu'elle rentre dans la salle de bain, c'est Superman, et du coup, la oui, deuxième d'accord. fois qu'elle rentre, c'est. Bah, du coup, tu t'as dit qui c'était. Mais... Quand tu vas chez tes parents, tu prends Ah bah, j'ai dit pardon. douche. Non. J'ai jamais eu ma mère qui Ça m'a arrive. surpris. Il y a besoin de mon avis Grégo. ou pas? Si t'as envie. Ouais. Alors moi, vous connaissez mon goût pour les robots, les vaisseaux, etc. Moi, j'ai pas Il y en vraiment a accroché. zéro. Il y a un flingue. Je me suis un peu ennuyé et beaucoup de fois, je me suis dit, mince, c'est quoi son secret? J'ai raté un élément. J'avoue avoir relu une deuxième fois pour être sûr de pas avoir raté un truc. Genre Ouais. que le nom de la Voilà. personne qu'on Ouais. cherche Mais dès le début. Du coup, ça m'a pas gêné au point de vouloir le relire. Tu vois, je me suis dit, bon, il doit sûrement y avoir un truc important. Donc, ok. Ouais, en fait, ça change de ce dont on a l'habitude. Et moi, en tout cas, je suis pas spécialement client de ce genre d'histoire. Peut-être que le format aussi d'issue de 24 pages s'y prête mal. Cela dit, la relation entre Superman et Lois Lane, j'allais dire Lois Lane, est intéressante. Mais comme disait Cutrus, ouais. Et au final, c'est vrai qu'en en parlant là, moi je serais hyper fan de voir
genre, tu vois, il y a de l'eau dans le gaz entre Lois Lane et Superman. Genre, elle a rencontré quelqu'un, je sais pas, Green Lantern. Et en fait, elle peut rien faire parce qu'il l'entend partout. Parce que plusieurs fois dans le numéro, il y a un moment où elle lui parle alors qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il écoute en permanence ce qu'elle fait, quoi. Il me semble que c'est un fait. En fait, il me semble que depuis le début, Superman est genre lié à elle parce qu'il l'aime plus que tout, et donc dans toutes les situations, c'est le genre à connaître où qu'elle soit, son code elle se PIN fera et à sauver lire ses parce messages, qu'il retournerait la Terre justement pour la sauver. Donc je sais pas si c'est du creepy ou Ouais, il est pas. un peu Enfin, ça creepy, dépend. C'est du creepytonien. Ouh, titre d'épisode. Ouais. C'est bon, Adrien. Voilà. Voilà, donc ouais, je me suis un peu ennuyé, mais je me suis posé des questions sur leur relation et peut-être qu'il y aurait plus de choses intéressantes parce que c'est pareil, ils ont un amour hyper fusionnel alors qu'ils ont un fils, maintenant on peut le dire, qui a quel âge L'âge de son père. Ouais. L'âge d'être plutôt beau gosse et musclé. Ouais, voilà. Voilà. Avec un Alors beau dos que bien défini. Quand tu vois les scènes où ils sont ensemble, t'as l'impression quoi, ils se sont rencontrés en boîte samedi dernier. C'est vrai qu'il y a un problème d'âge, mais du coup, je pense qu'il y a peut-être. C'est parce qu'il y a une question de temporalité à un moment qui est un peu. La kryptonite. Qui est un peu joué. C'est plutôt le soleil. Puis c'est pareil, Lois Lane, qui fait les gros titres, en fait, qui est une vraie star. Alors qu'elle est dyslexique d'ailleurs, hein, on s'en rend compte. Oui, Elle en plus, est incapable d'écrire un article parce que l'autocorrect ne Ah oui, fonctionne c'est pas. vrai, j'avais pas compris cette Du coup, blague. en fait, elle n'a pas le droit de publier son article immédiatement. Ouais. Elle peut que le Ouais. soumettre en brouillon parce Ouais. qu'il faut absolument le corriger avant. J'ai pas compris cette blague au début, mais ok. Moi, je l'aurais viré. Enfin, c'est pas Elle possible. a un Pulitzer, mais. C'est présent aussi dans Jimmy Olsen, c'est ça qui est marrant. Ah ouais. Ouais, il y J'ai a pas aussi une capté. scène où il y a. C'est un de ses traits de caractère, Ouais, en fait. c'est un de ses traits de Ok. caractère, ouais. Eh ben, En fait, ouais, C'est cool. je cherchais un alter ego dans la vraie vie. Un journaliste. Je sais pas, il y aurait qui Élise Lucet, peut-être qui est aussi chauve que toi Harry Mais Roselmack. pourquoi je me prends ça dans la Non, tête parce qu'il pensait que tu Ah non, parlais pas de toi. d'alter ego pour moi, Ah, non, pour pardon. Lois Lane. Lois Lane. Ouais. Anne Sinclair. Oh. Bah, plus Élise Lucet, parce que Élise Ah, Lucet, c'est relou, plus le genre à se faire virer de la Maison Blanche, quoi. D'accord. My name is Elise Lucet. Where did you buy that? Where does the money come from? Enfin bref, voilà. Moi, je le déconseillerais, sauf aux amateurs de romans policiers. Motorbike. Peut-être on peut le conseiller à des couples, comme par exemple à Lionel et Fanny. Ah oui, ça Pour c'est le s'en compte commun. inspirer sur leur relation. Voilà, Peut-être. si Et sinon, on je peux pourrait leur aussi souhaiter. peut-être le conseiller à Frédéric Lito. Mais d'ailleurs, c'était son anniversaire il y a quelques jours. joyeux anniversaire. Joyeux. Le pire cadeau de ta life. C'est horrible. Mais, Non, mais- aussi à Ben Folston pour ne pas perdre notre ordre. Parce Oui. que si on commence déjà à en rater Ok. un, c'est compliqué. Merci à toi, Frédéric, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et on- C'était ni vrai. Moi, c'est livré. Oui, non, mais c'est un message spécial parce que c'est Ouais, il l'anniversaire. saura pourquoi. Merci. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour passer à la suite? Ouais. C'est le 3e titre. Quetrus, c'est Si on toi. dit non, il se passe quoi? Bah non, mais on passe au truc suivant. d'accord. On met le jingle et on fait le Joker. Non? Bon, Bon, on fait ton truc alors ou pas? rappelons bah le titre, oui, on fait c'était ça. Putain, arrête d'insérer le malaise, bordel. c'était Lois Lane. Ah oui, Lois non, Lane. le rappel des titres, c'est après. Ah d'accord, pardon. Donc, l'autre pendant de Superman, c'est Quetrus qui va nous en parler. Superman's pal, Jimmy Olsen. Écrit par Matt Fraction, qu'on connaît très bien ici. Il est passé récemment. Illustré par Steve. Je l'ai étudié en maths en 5e. Illustré par Steve Lieber et à la Brillant. couleur Nathan Fairbairn. C'est donc un titre DC Comics, on pouvait s'en douter, et c'est sorti juste après, en août, chez vos buralistes. C'est pour pas répéter DC Comics. C'est toi qui nous en parle, Quetrus. Ok, merci. C'était une très Démerde-toi, belle j'en intro. ai rien à foutre. Alors à la base, j'ai vu Matt Fraction et Jimmy Olsen. Je me suis dit, ah, ça a l'air cool. J'avais feuilleté très rapidement. Je fais, oh, ça a l'air très con, c'est cool. Tu vois, enfin, un truc un peu léger, tu vois, divertissant. Ouais, je voulais me rapprocher un peu des chroniques de Grégo, ce genre de choses. Je comprends. Et du coup, je peux pas vraiment commencer à vous raconter l'histoire parce que c'est tout sauf simple. C'est hyper compliqué. Alors pourquoi? En fait, Parce que c'est le comics, on t'a déjà- pas dit c'est plus dur que Secret Wars et machin. C'est ça. Déjà, Superman's Pals, Jimmy Olsen, ça fait référence en fait à une série qui a eu lieu entre 54 et 74 et qui était en fait pas des strips, mais en fait des one-page stories. Qui racontait les aventures de Jimmy Olsen et c'était complètement délirant, ça partait dans tous les sens, il allait dans le temps, il allait sur Krypton, c'était assez ridicule et du coup Matt Fraction a gardé ce ton là
a gardé un ton complètement décalé, assez délirant, assez drôle. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plusieurs fois pouffé comme ça en lisant, pas trop parce que ça fait peur aux enfants, mais en riant à ces blagues. Donc en fait, on retrouve ce côté complètement barré qu'on a l'habitude de voir sur Jimmy Olsen. Et d'ailleurs, je citais All Star Superman. Dans All Star Superman aussi, Olsen est complètement barré et fait un peu n'importe quoi, mais dans le style de Morrison. Et là, on retrouve la même chose. Donc en fait, on va aussi avoir un récit qui est découpé en petites histoires qui sautent de l'une à l'autre. Je crois qu'à 3-4 pages, ce genre de choses. Et on va aussi retrouver au début de chaque issue, donc il va y en avoir 12 comme Lois Lane. Apparemment, c'est leur nouveau format, ils appellent ça Maxi Series. Ouais. Et d'abord, on va retrouver en fait petite histoire au début de chaque issue qui raconte l'histoire de Metropolis qui s'appelait New Oberstadt. Donc ça commence au 19e et on va retrouver les ancêtres de Jimmy Olsen et de Lex Luthor. Un peu les deux grosses familles hyper riches de Metropolis et qui se battent un peu pour la contrôler, que ce soit politiquement ou financièrement. Ça c'est assez sympa parce que en fait ça te raconte un peu l'histoire de leur guéguerre entre les Olsen et les Luthor. Donc on va switcher sur le présent de Jimmy Olsen, sur le futur, mais aussi en fait on va se rendre compte qu'après c'est des flashbacks, etc. Mais grosso modo, en fait, Jimmy Olsen fait ses reportages un peu délirants, mais toujours en faveur d'une cause, etc. Par exemple, au début, en fait, il veut sauter d'un vaisseau spatial pour tester une injection de nanite ou de quelque chose, ou de stem cells, un truc comme ça, pour aider, de cellules souches, pour aider la recherche scientifique. On se rend compte qu'en fait, on lui a inoculé un truc qu'il transforme en tortue géante. En fait, il a répondu au mail de gagner $500 en prenant ses médicaments. C'est ça, il saute trop tôt, il se transforme en tortue géante qui arrive à une vitesse hallucinante avec une densité très forte qui risque de détruire une grosse partie de Metropolis. Superman, évidemment, vient l'aider, mais le ralentit pas assez et détruit le lion de Gotham, le lion de Metropolis. Qui était, c'est à côté. Ouais, qui était une sculpture érigée par l'ancêtre de Lex Luthor, mais que Lex Luthor voulait détruire parce qu'il veut construire un nouveau tramway dans Metropolis. Mais la famille Olsen veut la garder parce que en fait, ça fait partie de l'histoire de Metropolis. Et voilà, etc., etc. Donc tu vois, ils intriquent en fait des histoires politiques entre les deux familles, plus les histoires de Jimmy Olsen, plus Superman qui veut aider Jimmy, etc. Je veux t'aider, arrête tes conneries, bordel. C'est très compliqué. J'essaie de résumer le début, mais en fait, l'histoire est vraiment compliquée et j'essaierai d'en parler après pourquoi moi j'ai aimé. On se rend compte que Jimmy Olsen cause trop de problèmes. Le Daily Planet, j'allais dire le Daily Bugle. Le Daily Planet en a marre et Jimmy Olsen leur coûte trop cher en assurance, c'est pas possible. C'est vraiment celui qui a la plus grosse police d'assurance au Daily Bugle. Et en fait, ils se rendent compte que oui, mais ça buzz, donc en fait, c'est lui qui fait gagner le plus de publicité sur Internet. Du coup, ils veulent le garder, mais en fait, ils veulent l'envoyer autre part et on se rend compte qu'il est parti à Gotham City. Mais on se rendra compte qu'en fait, c'est pas pour ça qu'il est à Gotham City plus tard, etc., etc. L'histoire est très compliquée. Ne partez pas après la première issue, parce que vous dites, je comprends rien, c'est du gros délire, c'est Jimmy Olsen qui fait le con. Superman est un peu traité en ridicule. Faut le dire, il est un peu traité comme un benet en fait. C'est le mec qui empêche Jimmy de mourir en fait. Ouais, c'est le mec qui empêche Jimmy Olsen de mourir, etc. Mais en fait, si vous continuez dans les issues suivantes, vous vous rendez compte qu'en fait, McFraction est en train de construire un récit qui, à mon avis, va se délier et on va commencer à le comprendre dans 4-5 issues, je pense. Ok. Et qui est beaucoup plus intelligent qu'en fait la forme qu'il a choisie pour écrire ce roman, j'allais dire, ce comics. Ce roman graphique, on peut dire. Donc c'est très compliqué à chroniquer parce que ça raconte pas vraiment une histoire, en tout cas dans les premières issues, mais c'est en train de construire un filet très complexe d'une histoire, et je sais pas d'ailleurs si ça va recouper celle de Lois Lane, parce que Lois Lane intervient dedans et vient aider Jimmy Olsen à un moment donné à Gotham City. Et voilà, moi ce que j'ai envie de voir jusqu'où ça va me mener, comment il va se dépêtrer de cette espèce de, je sais pas comment on peut dire, Shkumun. Ouais, puzzle.
puzzle d'idées, puzzle de trame qui lance. Patchwork, c'est le mot que tu cherchais. C'est joli. Parce que même à un moment donné, Jimmy Olsen meurt, mais en fait, il meurt pas vraiment. Et bon, bref, c'est très compliqué. Et sur ce récit compliqué, t'as une avalanche de blagues débiles, parfois géniales, parfois grotesques, parfois ridicules. Et voilà, avec un dessin qui rappelle en plus les comics des années 50, mais mis au goût du jour. Donc ça aussi, c'est super agréable. Donc voilà, je sais pas du tout ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous avez lu les 3 issues, si vous êtes arrêté au 1 parce que ça devenait insupportable. T'as dit dans ma tête. Est-ce que tu t'étais arrêté aussi au 1 parce que c'est devenu insupportable ? Non. Ou est-ce que t'as lu les 3 issues ? En fait, je pose les mêmes questions mais à l'envers. Vas-y. Alors non, je ne me suis pas arrêté au 1, mais j'aurais pu. J'ai lu le comics dans de très mauvaises conditions. C'était suite à un train annulé, on s'est retrouvé au double de personnes dans le train et j'étais debout au milieu de l'allée pendant 2 heures, si tu veux, quoi. Oh là, Donc voilà, et pour ne rien dire, la première page m'a un petit peu rebuté directement. Je saurais pas dire pourquoi, mais je pense que c'est avant tout parce que j'étais dans de mauvaises conditions. Et je me suis dit, il y a beaucoup à lire et ça parle de fondation de ville américaine. Ok, allons-y, quoi. Et en fait, ça m'a un peu saoulé. Je sais ce qui est idiot. Et donc, j'ai lu ça avec un très mauvais a priori tout le long. C'est très immature, ça, quand même. C'est très immature et c'est pas digne d'un chroniqueur de comics outcast. Cela dit, je pense, et ça a l'air d'être ta théorie aussi que Truss, c'est que j'ai l'impression que c'est clairement quelque chose qui est destiné à être publié en TPB derrière et qu'il faut lire limite d'une traite et que le découpage actuel en issue rend pas du tout service à l'histoire. Et en effet, dans la 3e issue, tu te dis, il commence à tisser des liens en fait entre ce qui se passe et tu te dis ah d'accord, je vois où il veut en venir et je vois peut-être ce qu'il veut raconter sous couvert d'histoires a priori indépendantes découpées les unes des autres avec un trait très pulp, je sais pas si c'est vraiment pulp ce trait, plutôt pop en fait. Ouais, pop, c'est ouais. ça. Ce trait plutôt pop, donc il manque juste les trames à point. Oui, ouais, c'est ça. Donc il y a un petit côté rétro et peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Là aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de lire la suite parce que ça m'a qu'à moitié amusé. J'ai trouvé 2-3 bons trucs, notamment sa mort. En fait, là, je viens d'y repenser. En fait, c'était assez génial. En fait, je sais pas si on peut raconter. Je peux raconter parce que de toute façon, vu que c'est tellement complexe derrière, ouais. Je pense que ça... En fait, je sais plus pourquoi, mais il se retrouve arrivé chez lui avec un double d'assassinat. Ouais, c'est ça, qui s'est fait fabriquer par je sais pas quoi. Donc c'est un clone pas vivant, mais c'est une copie intégrale de lui pour le faire passer pour mort si jamais il y a besoin, quoi. Et du coup, il l'installe dans son canapé. Et en fait, à ce moment-là, il y a un sniper qui tire sur le double d'assassinat, en fait, depuis sa fenêtre. On sait pas trop pourquoi. Et du coup, son double d'assassinat meurt instantanément, quoi. Ben, ça m'a fait beaucoup rire, quoi. J'ai trouvé ça très absurde. Et j'ai bien aimé aussi au début de chaque issue. Il paraphrase à chaque fois Superman's Pulse. En fait, ils mettent Superman's Forever BFF ou je sais pas quoi. Ça m'a fait un petit peu marrer. Et puis il y avait aussi Superman qui est bien tourné en ridicule, qui met une perruque à un moment parce que je crois qu'il lui fait une interview et puis il sort même. Oui, et puis si je mets des lunettes, je suis méconnaissable, quoi. Il fait l'interview de Superman de ses secrets superpower, quoi. D'accord. En fait, c'est que des trucs ridicules, quoi. Il arrive à faire disparaître une balle de sa main. Il explique que quand il met des lunettes, on ne va pas le reconnaître. Et puis il tire une carte aussi. Est-ce que c'est cette carte ? Ouais, et puis il n'arrive pas à lui faire deviner la carte. Il va faire tour de magie, quoi. Enfin, c'est vrai qu'au final, il y a des petits moments de génie comme ça dedans qui m'ont fait sourire sur le moment et qui, en y repensant, me font bien rire, quoi. Donc, j'attendrai peut-être que tout soit sorti pour tout rattraper. Alors, toi qui as choisi Lois Lane, est-ce que Jimmy Olsen, ça a marché du coup ? Alors, ma connaissance de Olsen se limitait aux jumelles, hein, bien sûr. Oui. Oh, c'est beau. Joli. C'est beau. Joli. Ouais, alors, tu m'as pas posé la question, mais tu l'as posée à Grégo. Alors oui, je me suis plus ou moins arrêtée après la première issue. J'ai lu en partie la 2e et scrollé un peu la 3e en me disant ouais, bon, d'accord, c'est la même chose, je vais pas y arriver. Je n'arriverai pas à dire totalement pourquoi j'ai pas accroché. Alors effectivement, les dessins rétro, c'est pas trop mon truc, donc visuellement, j'ai eu du mal. Cette histoire qui se mélange, cette espèce de sketch au milieu, en fait, j'arrivais pas à trouver un espèce de raccord là-dedans. J'avais l'impression qu'on montrait plein de choses, mais qu'il n'y avait aucun lien entre tout ça.
l'histoire, le côté passé, j'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant. La création de la ville, les Luthor, les Olsen, enfin, pourquoi pas. Et après, quand t'arrivais dans le futur, dans le présent, t'es là, je sais pas, j'arrivais pas en fait, cette partie-là m'accrochait pas. Je sais pas, ça m'a vraiment perturbée parce que j'arrivais pas à le lire, vraiment. Du coup, quand j'ai entamé la deuxième, je me suis dit, allez, tu te forces un peu. Et en fait, arrivé à la moitié, je me suis rendu compte que j'avais pas lu 3/4 des bulles et que j'avais fini, quoi. J'avais lâché et j'ai pas réussi. Du coup, ouais, j'ai scrollé la 3. Ok, c'est la même chose, j'arriverai pas, quoi. Donc, peut-être que Ketrus va essayer de me le vendre en m'expliquant pourquoi il a bien aimé, mais moi, ça a pas marché. Vraiment pas du tout. Pourquoi t'as bien aimé Ketrus ? Dis-nous. Mais pourquoi ? Explique-moi. Alors, Aide-moi. j'ai bien aimé parce que déjà, je suis très client de l'humour con et absurde comme ça. Et en fait, quand tu lis tout, c'est-à-dire que je pense qu'il est assez exigeant en fait comme comics, bizarrement, parce que t'as l'impression que ça va être ça. Et en fait, je pense qu'il faut tout lire déjà pour avoir il y a pas mal de running jokes. Par exemple, tu vois, tu disais, moi ça me saoulait, Grégo, tu disais, ça me saoule les histoires de la ville. Je crois que dans la deuxième issue, il fait, oui, bon, c'est encore moi qui vous parlais de l'histoire de la ville. Et il sort une blague et je trouve ça super drôle en fait. C'est un peu de l'humour froid, quoi. Et pourquoi j'ai bien aimé ? Parce que justement, ça prend tout à contre-pied. Le mec a une idée complètement folle. Il s'est dit, je vais reprendre le format des années 50, un peu le même style graphique, mais c'est quand même un peu plus moderne, heureusement. Et je vais le prendre, qui est un format quand même qui est juste fait pour raconter une histoire en 2 pages et c'est fini, quoi. Je veux dire, ça va pas plus loin, c'est pas ça. Et je vais utiliser ce format-là et je vais monter une histoire hyper complexe. Et voilà, et en même temps en ayant le style absurde et loufoque faussement loufoque en plus des fois qu'il y avait à l'époque, quoi. Et je sais pas ce qui lui est arrivé à Matt Fraction, pourquoi il a eu cette idée là de fractionner son récit. Oh, je vous en prie. Et en fait ça m'intéresse parce que je me dis, il a 12 issues pour faire ça. Tu vois, contrairement quand on disait Space Bandit, c'est con, il le fait en 5 et ça va aller très vite, tu t'en rends vite compte. Et là, tu te dis en 12, déjà en 3, c'est déjà très complexe et j'ai envie de voir jusqu'où il va. Et je sais pas pourquoi, j'ai foi en cette œuvre-là. Je me dis, ça va être génial. Ça va être génial au bout de 12, je vais m'éclater. Il va avoir réussi à raconter une histoire très complexe et très profonde avec un format qui te dit que tu peux pas raconter d'histoire complexe et profonde là-dessus, quoi. Donc pour moi, c'est un ovni et je suis très intéressé et très fan de ça. Grégo, tu finis ? Merde, je crois que t'es en train de me le vendre là. J'avais plutôt... j'étais pas convaincu vraiment et là, c'est vrai que ça titille un petit peu ma curiosité de ton discours. Je te laisserai le finir et tu nous diras ce que tu en auras pensé et si ça vaut le coup. Eh bien, si vous, auditeurs, vous avez envie de découvrir les comics dont on vous a parlé, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce dont on a parlé. Je vais vous faire un petit Grégo nous a parlé de Space Bandits, c'est un comics de chez Image Comics. Ça avait l'air bien. Oui. Nivray nous a parlé de Lois Lane de chez DC Comics. Ça avait l'air journaleux. Ouais. Et Ketrus nous a parlé de Jimmy Olsen, Superman Spal. Ça avait l'air amical. Oh, c'est beau. Je sais pas si je vais faire ça à chaque fois, on va voir. Ça donnera des idées à Ben pour faire les all new, all visual. All amical. All new, all friendly. Voilà, c'est la fin des revues. On se retrouve dans un instant pour parler d'un personnage masqué, repeint, avec un nez rouge, des fois des cheveux verts, une veste violette, tout ça, le jog. Les yeux. Un cheveu qui... Oh, c'est creepy. C'est le meilleur moment que j'ai trouvé pour vous parler des réseaux sociaux. Donc oui, Twitter, ça c'est pour nous donner vos avis sur ce que vous avez lu, si vous avez lu ce dont on vous a parlé, si vous avez des suggestions à nous faire sur des titres qu'on n'évoque pas, si on fait pas cette DC Comics, ce qui est mon avis, parce qu'en fait j'aimerais bien avoir des raisons et des excuses de lire du DC. Instagram, c'est pour voir un peu notre setup, les photos folles qu'on fait dessus quand on a les livres physiquement, c'est-à-dire que là je sais pas ce que vous allez voir, mais on va se démerder. Et le Bouya Comics Club, qui est notre page Facebook. C'est encore bien Facebook ? Oui. Sur laquelle on discute. Communauté. Attends, je vais changer de phrase parce que encore une fois, pas de béquille. Qui est un groupe Facebook dans lequel les auditeurs et les chroniqueurs discutent allègrement. Pas d'eux, mais des choses qu'ils ont vues et lues au cinéma et dans les comics. Ah, ça retombe un peu sur la phrase que je disais avant, non ?
C'est pareil. Oui. Et Ouais. on peut retrouver sur Facebook, souvent, on peut retrouver Pras, JP Perron et Florian. Ouais. Et vous savez où est-ce qu'on va ce mois-ci? Eh ben oui, on va dans mon département de naissance. Voilà, donc en plus tu m'as mis une grosse pression, tu m'as dit j'espère que tu vas dire mon village, Et sinon, donc je je le ne dirai. sais pas. Donc c'est parti, le village d'Abondant. Non, Attends, regarde mais c'est pas ma pas loin, liste. mais c'est pas loin. Abondant, Aunay-sous-Auneau, Mhm. Auton du Perche, Bazoches en Dunois, Bérou la Mulottière, Bouy-Glinval, Bu, Châtaincourt, Chuine, Danger, Donnemain, Saint-Mamès, Drou sur Drouette, Oh oui. Fessenvilliers, Matanvilliers. Je sais pas prononcer ces villages. Français, F-R-U-N-C-E, Français. C'est français. C'est Loïs Lane qui l'a écrit. Gilles, Anche, Ouville-la-Branche, Intréville, presque. On est pas loin d'Interville, mais c'est. On y est presque. Mais je crois que c'est la deuxième fois qu'il y a un Intréville, Tréinville, on dirait Interville. Ouais, Bref. truc en ville souvent, ouais. La Loupe, les hôtels Villevillon, les Corvées, les Is, YYS. Tu fais pas test. Luisan, Luplanté, Luisant, Manouy, il est bien, ça. Marville, Moutier-Brûlé. Une de mes grands-parents, ça. C'est vrai Mm. Merde. Mes voisins, c'est une meilleure ville. Moinville-la-Genin, Nogent-le-Rotrou, que je connais personnellement. Nonville, Grand-Hou, Olé, Warville, Ware. Oui C'est Warville. C'est mon village. Warville, Ware. la ville de la guerre. Ware. Ah non, Ware. Ware. Ouh. Where? Ah oui, je parle en plus. Where is where? Oui, ouais. Infinity Meilleur Ware. département. Infinity Ware. Saint... Marville Infinity Ware. Saint-Ange et Torçay. Saint-Avit les Guépières. Saint-Germain. Ça, c'est mortel, ça. Attends, Saint-Avit, c'est ça? Ouais. J'ai eu peur. Ah, presque. Saint-Avit. Saint-Germain le Gaillard. Saint-Jean-Pierre Fixte. Saint-Ouen Marchefroid. Et enfin, la meilleure. Non, il y en a une après. Trizé, Coutretot, Saint-Serge. Et la C'est dernière. un seul nom, ça? Mais je pense que c'est 3 communes qui ont dû fusionner. Et Unvers, UNVE2RE. C'est une meilleure ville. Et une mention spéciale pour Loïc Leland. C'est un éditeur du village de Minière dans l'Eure-et-Loire. Donc, qui nous dit sur Facebook, il y a Le Mage, le village de Doctor Strange, la Framboisière, le village d'un framboisier. Donc, Minière, sa ville, ou son village, je crois. Fontaine-la-Guyon, qui est une ville dans laquelle il y a un cabinet médical qui a beaucoup de comics à prêter. Apparemment, c'est le plus comics friendly du village. Et à Chartres, on peut trouver la Cantina, je ne sais pas du tout à quel film ça fait référence, qui est une boutique dans laquelle on peut acheter des goodies, et une librairie qui s'appelle BD Flash, qui apparemment a un bon rayon comics. Mais je pense qu'ils sont plus spécialisés dans le franco-belge. Mais c'est pas grave. Au rayon Flash, pour aller vite. Comme ville, il y avait un verre, c'est ça? Il y avait un verre, ouais. Ouais, j'y Un suis verre. allé, franchement, un verre, ça va. Allez, Nivray, je te passe la parole. On va parler du personnage Joker dans l'histoire un peu. Oh là là, la wall of text dans la main. Et en fait, on va faire un tour un peu pour demander aux auditeurs, à vous aussi, hein, bien C'est sûr, vrai vous que pouvez j'écoute participer. l'émission, je suis Mais auditeur. aux chroniqueurs, quel est leur Joker préféré? Et on va débattre rapidement ici. J'essaie de lire dans ton truc. C'est à toi. Il se trouve que j'ai écrit une lettre d'amour, en quelque sorte. Alors, petite musique d'ambiance. Parce que je fais les indications pour le montage plus tard. Joker. Jack, Joe, John. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans les dessins animés Batman des années 90. Tu étais plein de folie, une grande bouche rouge, des cheveux verts, un nez pointu et un sourire glaçant. Puis il y a eu ma première fois avec toi, dans un long métrage, quand un jour mon papa nous a montré le Batman de Burton où Nicholson t'incarnait. Chaque fois, la fascination était la même. La folie du personnage, la tendresse immédiate qu'on a envers toi malgré le fait que tu sois si détestable, comme ce méchant gamin qu'on gronde et à qui on fait un câlin pour le rassurer par la suite. C'est bien plus tard que j'ai fait ta connaissance dans les comics. J'ai toujours été attirée par les personnages torturés, mystérieux. Tu étais la cible de mes envies. Les mystères autour de ton personnage m'ont toujours fascinée. Ton début de vie est rarement évoqué. Ton créateur Jerry Robinson disait que ce qui t'avait mené là n'avait pas d'importance, que ton apparence était à accepter sans en chercher les raisons. Plusieurs se sont quand même frottés à te créer un passé. En 51, on parlait de toi comme un chimiste qui avait volé $1 million, chuté dans un réservoir chimique après un combat avec Batman et qui te donna du coup cette apparence si étrange. On a aussi parlé d'un possible passé de comédien de stand-up avec une femme enceinte à charge. C'est d'ailleurs une fois de plus une chute dans un réservoir de produits chimiques après un combat avec Batman qui te défigurera sans parler du traumatisme de la perte de ta femme et de ton enfant à naître.
Tes parents, ton enfance sont rarement abordés. Une fois, il a quand même été évoqué le fait que tu aurais brûlé tes parents vivants. Si ton passé m'intrigue, ton histoire est encore plus fascinante. Tu te faisais appeler le Red Hood à tes débuts. Rapidement après ta transformation physique, tu deviens le Joker. La violence, la folie, la revanche, ce sont tes caractéristiques premières. Tu tues, tu finis à l'asile d'Arkham, tu en ressors, tu recommences. On parle de toi comme un psychopathe et c'est bien ce que tu es. Tu es un génie malade, un sadique à l'humour sombre. Ton excentricité te rend drôle mais aussi terriblement effrayant. Batman, il est ton némésis, ton ami, ton ennemi. Sans lui, tu n'es plus. Il est ton existence, ta source de vie. Tu le défies et tu l'affrontes depuis des années. Un lien sacré existe entre vous. L'obsession que tu as pour lui, votre opposition, tes provocations. Tel le yin et le yang, tout vous attire, tout vous oppose. La lumière et l'obscurité. Il est le premier spectateur de tes mises en scène. Car oui, tu aimes ça le spectacle même pour faire des meurtres en masse. Tu es irrationnel, prêt à mourir pour prouver tes dires. Certains te disent incapable d'aimer, pourtant ce qui te lie à Batman y ressemble bien. Puis il y a aussi Harley. Paradoxalement, tu la blesses de manière permanente, physiquement, psychologiquement. Elle est ta dévouée, mais seul Batman existe à tes yeux. Tu n'es pas un super, tu es un criminel, un méchant, mais tu m'as toujours fasciné. Aujourd'hui, tu es de nouveau au cinéma et tu étais magnifique. Tu es iconique, tu es le méchant le plus récurrent, tu es populaire, tu es culte. Le meilleur des vilains. Difficile de dire du bien d'un personnage qui tue en riant, n'est-ce pas ? Tu es pourtant bien moins antipathique que Batman. Oui, c'est dingue, mais tu es pour moi le personnage le plus réussi du DC Universe. Tu es mon chevalier blanc. Ah, tu es mon chevalier blanc. Wai desu ne. Oh. Nibura-e-san. Je peux pas applaudir avec mon micro. Non, de- applaudis tu peux pas. rire, alors. N'hésitez pas à applaudir chez vous ou dans la voiture. Non, Fort, pas dans la Pas voiture. dans la voiture, non. Les mains à 10h. Alors en fait, il se 10. trouve qu'on a déjà fait un focus sur Batman, mais faut pas le dire. Il y avait eu un live Oh, ça il y va, il y a a cette très très émission pour longtemps, qu'on mais puisse- c'était une époque où il y avait encore Gaylor, tu vois, donc Ah oui, voilà, ça date. Qui s'en rappelle? Alors, Et alors pour- qu'on salue, tiens, il est pas sur la liste des patriotes. Gaël. C'est vrai. Non, tiens. non, mais on peut pas Ok. payer en argent wakandais. Alors pour mémoire, on a déjà parlé de Killing Joke dans le Comics Outcast 54, de Batman, de C'est faux, War tu t'en of rappelles Jokes pas, and c'est Riddle écrit. dans le Comics Outcast 86, de White Knight dans le Comics Outcast 88, de Je m'en Batman Under the Red Hood dans le Comics Outcast 13. Wow, ça c'était. Oui. C'était Daniel, non? Non. Pareil, qui s'en rappelle? Très sûrement, très sûrement. Donc ouais, c'était très compliqué de faire une liste de lecture. Du coup, j'avais listé comme ça quelques comics. Alors avant qu'on en parle, je vais vous citer quelques-uns. Si un jour vous voulez chercher du Joker qui est pas comme les autres. Alors il y a le Superman Speeding Bullets, où en fait c'est Lex Luthor qui est Joker Ah, et Superman qui est en fait Batman. d'accord. Voilà. Vous pouvez lire aussi Atom and the Joker, où en fait Atom rentre dans le Joker et c'est là qu'il Tu apprend peux t'arrêter là. que en fait dans son enfance Joker aurait brûlé ses parents. Et c'est Voilà. en étant lui. Ok. C'est The Brave and the Bold, le numéro 31. On a aussi bien sûr la première apparition de Joker dans le Batman numéro 1. Et on a aussi le Détective Comics 168 où on apprend que Red Hood est Joker. D'accord, ils font le lien entre les deux persos. Exactement. Ok. Alors, je ne sais pas si mes co-chroniqueurs ont lu quelques Batman Joker que j'avais conseillés. Dans la liste, j'avais mis, alors celui-là je le sais parce que c'est facile, j'avais mis Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth. Et ça, il me semble que c'est Ketrus qui aime beaucoup ce comics. Ouais, alors. Quand il aurait j'ai fini son pas SMS, trop- là. Comics, je sais pas si on peut. Enfin, C'est bon c'est dur de le Est-ce qu'il y juger a comme un comics, Ouais, c'est un une roman œuvre. graphique, C'est- une c'est- œuvre, ouais. Je le connaissais pas du tout, je suis tombée dessus en fait en préparant ma petite lettre d'amour à Joker. Bah, parce qu'en fait, c'est complètement what the fuck au niveau artistique, quoi. C'est Niveau mise en case-page, il n'y a pas de case, il n'y a pas de. cage, c'est des éclaboussures de couleurs, de formes. Je dirais pas que c'est forcément le meilleur comics pour appréhender le Joker. Au contraire, en fait, je pense qu'il faut déjà être un peu fan de l'univers et du personnage pour l'aborder. Mais en tout cas, c'est pour moi celui hors des films te permet de rentrer le plus dans la folie du personnage et dans l'univers d'Arkham Asylum, donc de l'asile d'Arkham. Et en fait, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est que il est complètement, enfin, t'es absorbé en fait par ce bouquin. Il te fait rentrer dedans et quand t'en ressors, tu regardes le monde autour de toi, tu fais oh là là, c'est bizarre en fait, c'est cool, tu peux respirer, etc. Donc ouais, je le conseille, mais d'abord lisez les autres, The Man Who Laughs, Devil's Advocate, etc. Parce qu'en fait, c'est des comics plus canons pour le Joker.
C'est lequel qui reprend l'origin story? C'est Devil's Advocate, je crois. Non, Devil's Advocate, en fait, il y a eu un. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des timbres qui ont été empoisonnés. Et donc tout le monde pense que c'est le Joker. Ils vont l'accuser et effectivement, il passe au tribunal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on peut pas tuer le Joker. C'est pas possible. Enfin, faut pas le tuer. En plus, si ça se trouve, c'est pas lui. Et du coup, c'est Batman qui protège le Joker. Faut pas qu'il se fasse tuer. C'est beau quand même. Mais c'est une rétro. Elle date de 95. L'histoire, elle est vraiment pas mal parce que. Ouais, vas-y, pardon. Non, parce que c'est. Ça s'oppose un petit peu, ça change. Et puis il y a toujours cette relation. Moi, j'aime beaucoup la relation entre Joker et Batman. Et dans celui-là, en fait, au début, tu te dis oui, c'est forcément le Joker. En gros, les gens, quand ils lèchent le timbre, ils finissent morts avec la tronche à la Joker, quoi. Ils ont ce grand sourire, ils sont un peu verdâtres. Enfin, c'est clairement ils ressemblent à des victimes du Joker. Tu voulais dire? Je confondais avec The Man Who Loaf. Ouais. Et en fait, celui qui reprend l'apparition du Joker dans le Batman 1, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tel qu'il avait été avec le visage très, justement comme une carte, comme le. Ouais, c'est ça. Oui. Très déformé. Il ressemble vraiment au Joker avec que t'as dans le jeu de les yeux cartes. malicieux. J'adore cette. Et je crois que ça fait directement. J'avais lu, ça fait directement référence en fait à une nouvelle de Victor Hugo. Oui. L'homme qui rit. Dont l'auteur de Joker s'était inspiré. Oui. L'homme qui rit. Oui, parce que quand en fait à l'origine, c'était l'acteur. Non, parce que j'ai noté, je te rassure. Ouais. C'est l'acteur Conrad Veidt qui jouait le personnage de Gwynplaine dans l'adaptation du roman de Victor Hugo. Et en fait, il avait cette bouche énorme, il avait ce visage en fait si particulier de l'homme qui rigole mais dans le délire. Et en fait, ils se sont basés là-dessus pour pouvoir créer le personnage du Joker. En tout cas, sur son physique. C'est quelques années après, c'est 30. Le film, c'est en 1928 et la première apparition de Joker, c'est en 40. Donc c'est 12 ans après, quand même. Titre suivant. Est-ce qu'il y a un Joker préféré dans. Kétrus Grégo, pardon. Est-ce que tu as un Joker que tu aimes? Non, mais il regarde la liste. Moi, j'ai lu, alors moi, d'ici, vous savez, je n'ai pas grandi avec. Je n'ai pas grandi avec, contrairement à Marvel. Et j'ai peu lu sur Batman parce que malheureusement je ne fais pas partie des fans de Batman. Et donc je connais assez peu le Joker dans les comics. J'ai lu quand même The Killing Joke, pour me mettre c'est un grand classique, peu à jour. Un grand classique, mais alors j'en avais tellement entendu parler que j'étais un petit peu déçu en le lisant. Il y a des bonnes choses dedans. Le Joker est tel qu'on s'y attend et voilà, et à la fin tu te dis ah mince, c'est fini, c'était juste ça en fait. Je sais plus, c'est 64 pages, donc ça doit faire c'est assez court. Et alors c'était pas mauvais, mais peut-être un peu surcoté. Je pense qu'à l'époque quand c'est sorti, ça devait être plus impactant qu'aujourd'hui en fait. On a eu tellement de choses depuis que. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est de Killing Joke, c'est la version la plus sombre qui avait été faite à l'époque? C'est la première fois qu'on avait un Joker aussi lié à la pauvreté, à la difficulté, tout ça, et le côté tragique de sa transformation, et que c'est ça qui l'emmène vers le crime. Parce que dans Killing Joke, dans ma lettre d'amour dont je parlais tout à l'heure, effectivement, c'est la version où il est comédien de stand-up, qu'il a une femme qui est enceinte. Et en gros, on lui propose un deal afin de pouvoir récupérer de l'argent qui lui permettrait d'élever cet enfant. Et en fait, ce deal, ça se passe dans l'ancienne usine chimique où il travaillait avant, puisqu'avant d'être comédien, il était, je sais pas chimiste, mais il bossait là-dedans. On va dire que c'est l'usine de Métropolis. Voilà, et en fait, effectivement, quand il va sur place, il tombe. Juste avant, il apprend que sa femme est morte quand même. En fait, il y va, mais pour rien finalement, puisqu'il sait qu'il n'aura pas d'enfant à élever. Et oui, c'est très sombre parce qu'il est pas heureux, il est pas bien. Il y a rien qui va dans sa vie. Mais il me semble d'ailleurs que le Joker de Heath Ledger se basait sur cette version-là, en tout cas du Joker. Dans une moindre mesure, celui du dernier film, non? Dans une grosse mesure, parce que ça a été clairement une inspiration. Après, une inspiration. Le fait qu'il soit comédien inspire aussi forcément. C'est pas celui de Brubaker sur lequel se base. Je saurais pas dire en fait, parce que. Sur la je ferais que je revois en fait celui avec Heath Ledger. Le producteur le réalisateur de la version 2019 de Joker a bien dit que
les scénaristes avaient pris Killing Joke comme inspiration originale, mais comme on l'a bien vu dans le film, ils ont beaucoup mélangé et transformé des choses, mais ils n'ont pas pris d'autres itérations pour justement ne pas trop se mélanger les choses. Ils avaient une histoire, ils se sont dit bon, la plus simple c'est de prendre Killing Joke, et à partir de là ils ont composé. Ouais. Je voulais dire celui d'Azzarello en fait, parce que quand tu regardes les dessins et tu regardes Oui, c'est le côté sombre, mais physiquement c'est quand même celui-là qui ressemble le plus, je trouve. après je sais plus en quelle année est sorti celui avec Heath Ledger. Parce que Lazzarello c'est 2008. Ah oui, t'as raison, c'est peut-être le contraire en fait. Ouais, mais c'est vrai que sur les dessins, effectivement, la cover fait penser, parce que c'est ce visage sombre qu'on voit. Le plus mais effectivement, iconique, celui d'Azzarello, par contre, moi, tu vois, je préfère à Killing Joke. Je le trouve plus, sombre, mais dur aussi. Enfin, je trouve que la folie du Joker est hyper bien représentée. Et c'est surtout qu'on a toujours des Jokers qui essayent de faire des blagues de temps en temps, mais on a moins ce Joker drôle. En tout cas que celui qu'on a. Enfin, ce que je disais dans ma petite lettre d'amour, c'est que le Joker de l'enfance, il était vachement marrant. Il était vachement rigolo. Oui, il était plus et celui des comics, c'est quand même un poil plus sérieux, un peu plus sadique, un peu plus méchant. On se rend plus compte qu'il tue beaucoup de monde. Bah moi, on avait dit comics, mais moi dans ma tête, j'avais préparé pour les films, les séries télé, et c'est vrai que moi mon Joker, l'image et l'icône que j'ai pour le Joker, c'est la série Batman des années 90. Bah oui, c'est celle qu'on a connue. Voilà, le côté pan, le flingue avec le bang qui sort, c'est vraiment ça, tu vois. Pour moi, c'est le fait de balancer de la peinture sur les gens, enfin ce genre de truc complètement le côté blague débile, un peu voilà. Et genre je fais de la malice, je me fous de vos gueules avec des outils débiles, des choses que vous pouvez tous acheter dans le commerce, c'est juste il faut avoir des goons pour pouvoir balancer tout en même temps, mais c'est ces côtés non sophistiqués en fait. Que j'aime bien chez Joker, et que tout passe par la blague, et que toutes ces répliques, mais dans un dessin animé ça marche parce que si t'as un seul personnage comme ça c'est bien, mais c'est vrai que si dans les itérations cinématographiques on avait à chaque fois une blague, une répartie de malade à chaque truc, peut-être que ce serait pas naturel en fait de voir une personne qui aurait autant de facilité à tout détourner. Il faut que la blague elle passe avec la folie. Faut pas que ça soit une blague drôle, faut que ça soit une blague folle. Adrien. En fait, ça ressemblait un petit peu à ça, Batman 66. Oui, voilà. Le côté wacky. Joker de cette époque-là, tu vois, tu sais, c'était aussi vraiment un clown, quoi. Ouais. On parle de la version, la série télé avec Adam West et j'ai oublié son acolyte, excusez-moi, mais oui, le Joker, c'est clairement un clown qui fait rire la galerie, qui se marche bizarrement, qui tout est un jeu, et puis c'est juste pour faire chier les gens, quoi. Parce que dans cette série, on tue pas trop. Enfin, quoique aussi. Batman aussi un clown dans cette série. Oui, voilà. Vite, il faut traverser sur. Et ben moi, j'ai envie de te dire aussi que le Heath Ledger, c'est un peu un de mes Jokers iconiques. Pas pour la hype ni rien, c'est parce que j'ai bien aimé ce film-là. Et je trouve que l'équilibre entre Batman et Joker est très bien. Je trouve que justement, les blagues qu'il fait, elles tombent toujours au bon moment. Il y a un bon espace où il va garder une diction sérieuse. La scène où il introduit, où il explique comment... sérieux, non, au contraire, justement, c'est toute une blague, c'est une longue mise en scène, une place d'une blague, pardon, où il va dire que oui, en fait, le problème c'est Batman, et qu'après il fait le tour de magie. Ça sort de nulle part, et je trouve que ça tombe pile poil. Et juste après, on repasse au business. Et après, il les menace physiquement avec les bombes qu'il a dans sa veste. C'est tout ce côté à la fois chaotique, mais aussi je suis rigolo. Enfin, genre tous les autres autour de cette table pendant cette scène culte pour moi sont très sérieux parce que c'est des businessmen, enfin des criminels, mais ils sont là pour le fric aussi et pour le territoire et compagnie. Lui, il est là. Il veut juste que Batman s'en aille. Et du coup, il est pas du tout au même niveau que les autres. Bon, ça c'est un problème qu'on a avec Joker dans toutes ces itérations. Il est ailleurs, quoi. Complètement ailleurs, et je trouve que dans ce film-là, il le joue très bien. Et moi, ma scène préférée de ce film, c'est quand il tient, j'ai oublié son nom, par la fenêtre, il la suspend et Batman dit lâche-la. Oui, genre very poor choice of words. C'est la meilleure réplique de tout le film pour moi. Mais voilà. Ou sinon il y a Batman, mais c'est un peu moins. Oui, ça possible. Voilà, est-ce que vous en aviez d'autres, vous, qui vous ont marqué? Enfin, peut-être hors comics, c'est juste pour sortir un peu du sujet. Nicholson, quoi, aussi. Ouais, c'est ça.
parce que je pense que c'est ça la différence d'âge entre nous Ouais. quatre. Il y a deux côtés de la table. Je pense que tu l'as découvert comme moi avec le Batman de Burton en 89, ça a je crois. été très longtemps le Joker pour moi en fait. Ouais. Vraiment, c'était ça quand. C'est souvent je ceux qui pensais- s'impriment définitivement. Ouais, c'est Presque, ça, ouais. ouais. Quand c'est je ça. pensais au Joker, je pensais à Jack Nicholson. Mhm. Et bon, après, Heath Ledger, il a complètement éclaté le jeu, mais il a tué le game. Mais ouais, Personne Jack ne parle Nicholson. de Jared Leto, c'est bizarre. Bah, c'est un autre. Après, mais c'est ça le truc, c'est que en fait, moi j'arrête d'être vieux con sur certains trucs, je reste dans d'autres. Mais ça sera le Joker de quelqu'un en fait, et d'une Bien autre sûr. génération. Bien sûr. En Donc, vrai, enfin, Mais je veux il dire, est correct, intéressant hein, parce il y a pas que- de- Il est juste pas, c'est pas un personnage qui est développé dedans. Mais c'est vrai que c'est un personnage Après. qui est complexe à incarner parce qu'il y a un physique, il y a cet Non. humour, Ah il y ouais, a on cette en parle espèce de. Oui, mais il y a des choses à incarner physiquement en fait. Et forcément, il y a des choses qui vont plus te parler à toi. Bah, c'est vrai que celui de l'enfance me parle plus parce que effectivement, c'est le premier qui te saute aux yeux, donc il te marque. Et dans les films, bah, c'est vrai qu'il y en a certains où Nicholson, il a quelque chose, tu vois. Enfin, quelque chose que Heath Ledger avait pas, mais lui, il avait autre chose en fait. Oui. Chacun a apporté un truc en fait à son Joker. Je suis pas d'accord. On en parlera, je pense, quand on va en plus dans le détail du Ah. film, Ouais. que en fait, il y a pas, pour moi, Joker, il y a pas une attitude à avoir. Je pense que Non. chacun, s'il doit être droit, marcher correctement et pas juste faire la danse et machin, je pense que ça peut aussi le faire. Un Joker sérieux, je pense que c'est pas, enfin sérieux, qui se tient. Ouais, il se Normalement, je veux sérieux. dire. Après, pour Jared Leto, il n'a pas eu. Il n'a pas eu la place pour. Oui, Ah, mais clairement pas, non, Il non. apparaît quoi 4 Mm. minutes, 5 minutes Pas le Tu peux place pas ni le créer temps un de. personnage, tu peux pas C'est ça. rivaliser sur un personnage Mm. comme ça en ayant 5 minutes d'écran. Non, quoi. c'est pas possible. Et oui, pardon. Mais en fait, ce qui est génial avec ce personnage, il n'y en a pas beaucoup de personnages comme ça. En fait, tu vas avoir Joker, Batman, Wolverine, peut-être un peu Captain America. En fait, ça devient des mythes, Ouais. des Des icônes. espèces de mythologie, des icônes, mais sur lesquelles tu peux jouer avec, comme ce que disait Alexandre Astier sur le mythe du roi Arthur. En fait, le mythe du roi Arthur, c'est pas vraiment quelque chose qui est fixé dans le temps. C'est chacun en fait sa propre interprétation, sa propre image. Et en fait, sur ces personnages-là, ce qui est génial, c'est que tu peux les manipuler, tu peux tourner autour. Tu vois, White Knight, c'est génial. C'est un de mes jokers préférés, alors que c'est pas vraiment un joker. C'est ça. Ce genre de choses. Le nouveau film aussi dont on va parler, c'est encore une interprétation, c'est encore une itération de ce personnage. Et en fait, ce Joker, comme Batman, bizarrement, c'est des personnages sur lesquels tu peux faire, entre guillemets, tout ce que tu veux. Et ça marchera toujours, et tu arriveras toujours à trouver une raison, ou en tout cas un plaisir à lire ou voir cette œuvre-là, quoi. Ou même à explorer un pan psychologique, justement. Un pan de Joker. Tu sais, Oh, joli pan. C'est énorme. Nivrae, Je pense qu'on peut passer au film. c'est une bonne idée. Sur ce, à qui on pourrait recommander de lire le Joker? Je conseillerais bien à Guillaume Rocher, Ah oui, à Dessay. Damien Dessay, oui. Il essaie, ainsi qu'à Paul Gara. Ouais. Vincent, tu aurais peut-être pu mettre un point distinctif à ton pseudo. Ouais. Mais Vincent, ouais, je pense que ça pourrait te plaire. Et à Julien Tous ces Joanny. titres. Voilà. Ah, t'as tout balancé, putain. Bien reste sûr, encore, ouais. comme ça Ouais. c'est fait. Eh ben, on va passer à. Comme ça, il y a de la Hors les place bulles. pour d'autres. tu vois. Oui, voilà. Ouais. Watch this space. On va parler du film. On met un jingle, ouais. Alors, c'est là que je reprends mes notes. Qu'est-ce que j'ai pris? Joker Est-ce que tu veux 2019. les miennes? Non, parce que, encore une fois, t'es venu qu'avec ta voiture. Mais non, c'est ça. Je suis venu en train. Joker 2019, thriller psychologique, écrit par Todd Phillips. Est-ce que vous savez ce que Todd Phillips a réalisé dans le passé? Oui. Adrien, il sait. Des films. Des films, bonne réponse. Very Bad Trip. Exactement, c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément ici, mais Date c'est limite. date limite aussi. Ouais, Ah ouais, Des d'accord. buddy movies. Et Plutôt. Starsky Hutch, non? Non, c'était pas lui? Je dis une connerie? J'ai une connerie. Il était trop jeune. Au possible. Dans le film, on retrouve naturellement Joaquin Phoenix, Robert De Joaquin. Niro dans le rôle de l'animateur. J'ai oublié son nom, il a un nom, mais Murray. Letterman, Murray. Murray Head, c'est ça. C'est pas Head du tout. Zazie Beetz, ça fait 4 jours que je l'ai celle-là. Et Francis Conroy de Six Feet Under, si vous l'avez reconnu, qui joue la maman d'Arthur Fleck, qui est donc joué par Joaquin Phoenix dont j'ai parlé, et pas Alec Baldwin. Et pas Shin Ben non plus? C'est Sean Bean. Sean Bean, il devait 2 ans. Shin Ben? Sean Bean? Shin Ben, on dirait un parti irlandais. Attends, je la refais. Et pas Sean Bean non plus. Non, Thomas Wayne, il vous a pas. Moi, j'ai cru que c'était lui. Ouais, C'est aussi, ouais. Ah, ok. En fait, vous êtes Non, c'est pas lui. Oh merde, sérieux? non. À la base, Quand même. il Et je voulait, me suis dit, ah bah va oui, mourir. il va mourir. il voulait Alec Baldwin, pardon, mais il pouvait pas.
Il me semble que dans les tout premiers trailers et dans les premiers casting lists, il était annoncé comme étant Thomas Wayne, mais ils ont trouvé un autre comédien qui lui ressemble pas mal finalement. Un petit peu, ouais. Et en fait, maintenant que vous le dites, oui, il ressemble aussi à Sean Bean Sean avec Bean, moi, genre je croyais que c'était lui 25-30 kilos de plus, tu vois. Moi, je Eh me ouais. suis dit, c'est peut-être encore un cousin Baldwin cherché. Oui, je sais voilà, pas bah, où, là, ils ils sont sont tellement 29 nombreux. frères, que- Mais si, c'est vrai qu'on l'a Enfin, ceux pas qui vu sont pas depuis suicidés, déjà. Game of Thrones, épisode, saison 1, épisode 9. 8. Et ça fait quelques temps déjà, ça fait Baylor. quelques années. Baylor. Donc c'est Brett Cullen qui joue sur le rôle de Thomas Wayne. Merci. Il a reçu un Lion d'Or à Venise le 31 août 2019 et aujourd'hui, au 22 octobre, jour d'enregistrement de cet épisode, il a engrossé 738 millions de dollars. Tu m'as fait peur. En gros, Oui, et c'est puis un peut-être anglisme, des... Ouais, Non, oui, c'est clair. Un franglisme, je connaissais pas ce mot. C'est un barbarisme, ça, par contre. Qui le place à la 8e place des films de cette année et à la 7e place des films interdits aux moins de 16 ans aux États-Unis. Ce qui est pas du tout un critère pour nous parce qu'on s'en fout. Du coup, qui allait voir le film? Vous tous? Ok, Oui. Dex, on peut passer à la première question. Le personnage qui a dit ok. Putain, sa mère. Le personnage d'Arthur Fleck, donc. Chez vous les oreilles. Ça va être la première partie. On va discuter un peu de ce que vous avez pensé, de l'interprétation de la personne qui deviendra le Joker à la fin du film. Évidemment, spoiler, excusez-moi. Voilà, la façon dont il est portrayé, encore un anglicisme, comment est-ce qu'il apparaît à l'écran, voilà, les traits du Joker, qu'est-ce que vous avez apprécié ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé chez Arthur Fleck comme nouveau personnage d'ici, film, on va dire. Arthur Fleck, qui est-ce pour vous? Plein de questions, réponds, t'as 3 secondes. Ouah, 3 secondes. Non, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Arthur Fleck, du coup, c'est un comédien. Oui. Artiste de rue, on dira juste. Il fait de l'animation pour des promotions, donc déguisé en clown. Donc ça rappelle déjà quelques comics dont on avait parlé, où il a déjà été humoriste. Il est plus ou moins. Il a l'air fragile, physiquement, psychologiquement. Il a l'air un peu instable comme gars, pas très rassurant. Tu dis pas que tu vas t'appuyer sur lui pour aller plus loin dans la vie. Derrière son côté frêle, tu dis que c'est quand même quelqu'un de dévoué qui s'occupe de sa maman qui est malade. Donc tu dis c'est quand même quelqu'un avec un bon fond. Et non, au départ, tu trouves que c'est peut-être un bon gars. Il a une petite maladie psychologique qui fait qu'il rigole. Enfin, psychologique, non, je ne sais pas comment appeler ça. Neurologique, ouais. Exactement, neurologique, qui fait qu'il rigole quand il est mal à l'aise. Et voilà, ça a l'air d'être un mec bien, Arthur. Voilà, un petit voisin, Bernie un petit peu faible, un petit peu sensible, mais un voisin sympathique. Du coup, toi, creepy. cette version, enfin en quelques mots, hein, cette version de Joker, voilà, parce qu'on en a vu quelques-unes, Jack Napier dans Napier. Il a papier ici, il va se noyer. On l'a déjà fait celle-là aussi, je crois. Dans White Knight. Dans White Knight, t'es dégoûté de pas l'avoir trouvé avant? Pas du tout. Dans White Knight, il a une autre identité du coup, mais c'est son identité d'après le Joker, voilà. De pendant le Joker. Là, c'est une version avant. Du coup, il a pas encore le côté psychopathe et mass murderer et meurtrier de masse qu'on lui connaîtra plus tard, probablement. Il est juste le mec lambda qui doit avoir un métier, une famille, un appartement, ou ces choses-là de la société qui occupent sa vie. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est un bon point de départ. De l'autre côté de la table, Arthur Fleck, pour toi, c'est bien ou pas? Enfin, tu l'as bien aimé, pardon? Oui. On va entrer en détail après, hein. Je te piège pas. C'est pas un piège. Question, en fait. Elle durait 5 minutes. Tu peux pas en choper une ou deux dedans? Non, mais est-ce que j'ai aimé Arthur Fleck, le personnage de départ? La création de Arthur Fleck. Oui, c'est dur de dire après ce qu'a dit Hélène. Oui, il est touchant, c'est ça? Il est touchant parce qu'il est faible, en fait. Il est perdu dans une ville où tout va mal. Et en fait, il fait partie des gens tout en bas, ou presque tout en bas, en fait. Comme tu dis, il a une maladie neurologique. On voit qu'il suit régulièrement les services sociaux qui l'aident, qui lui offrent des médicaments, qui essayent de l'aider un peu dans son délire. On a aussi appris qu'il avait été interné et que du coup, d'avoir ce boulot de clown de rue avec la pancarte là, je sais pas, il y a un nom, non, je crois, pour les mecs qui jouent avec les pancartes pour les promotions. C'est pas Homme Sandwich? The Street. Il y a un autre nom plus technique. C'est ce qu'il aide dans la Spin, vie. Il est dans un quartier pourri où il met sûrement plus d'une heure à rentrer chez lui, etc. Donc oui, il est forcément touchant. C'est le Bronx de Gotham. Et on s'apitoie un peu pour lui au début. Donc oui, c'est un bon point de départ. Et toi, cette je dirais que c'est version une interprétation du personnage tout à fait correcte. Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup.
Arthur Fleck. Arthur Fleck, le personnage. Oui, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les personnages et du coup ce personnage a suscité de l'empathie chez moi, ce qui est problématique quand on connaît un peu le discours du film, puisque à la fin il est censé devenir le Joker, ce tueur psychotique et psychopathe, et voilà. Merci. Après ce sera plus par rapport au message du film et que je reviendrai sur ce sujet précis. Du coup, le message du film. Je m'étais posé la question. Bon, ça saute un peu à droite à gauche. Est-ce que ce film est une origin story, comme on a pu en voir, chez d'autres diffuseurs de films, ou est-ce que ce film est un stand-alone et devrait le rester? Ah, est-ce que tu veux une suite? Est-ce qu'on veut une suite à ça? Oui. Parce qu'il y a deux points dans le côté origin story. C'est est-ce que le film raconte l'origine du Joker Ou l'histoire de. ou autre chose, et est-ce qu'on veut une suite? Alors, est-ce que je veux une suite à ça? Non, pas forcément, en vrai, parce que j'aime bien comme ça. Je trouve que le film, il se complète bien et que j'aime bien cette version de l'histoire. Après, pour moi, je suis pas sûre que ce soit une origin story, parce que je crois pas le Joker. Parce que je suis sûre qu'il ment. On va parler de. Ouais, Donc, pour moi, c'est pas forcément une origin story. Mais, en tout cas, j'aime bien cette version de l'histoire, comment elle a été présentée. Mais j'ai pas besoin de suite à ça. Qu'est-ce que, selon toi, une origin story? Une origin story du Joker, non, j'y crois pas. Par contre, peut-être une interprétation de la naissance du Joker en tant que personnage, en fait, et de la naissance de Batman. Donc, quand je dis forcément. c'est une parmi d'autres. C'est pas d'établir que c'est le canon définitif. Ouais, mais en fait, je sais pas quand est-ce que tu vas lâcher les vannes et qu'on va pouvoir expliquer toutes nos théories, donc je veux pas te mentir. Mais Tu veux des vannes? Tu veux lâcher les vannes? Et j'attends pas de. Attends d'arriver au Morbihan. J'attends pas de suite. Non, pour moi, c'est un film standalone. Ouais, il y a aucune raison. Il y a aucune raison que ce film soit lié à quoi que ce soit d'autre. Il est déjà suffisant. Il y a suffisamment de clins d'œil rappelant d'autres éléments de l'univers et de la mythologie d'ici pour ne pas en remettre une couche en voyant débarquer Henry. C'est Cavill ou Cavill, je sais jamais. Cahill. Non, c'est Cavill. Cavill. Henry Cavill en. On dirait une ville d'Eure-et-Loire. C'est Cavill. Ouais, bref. Je sais plus. Voilà, je pense que c'est un film qui aurait pu être aussi une histoire pas du Joker. Ouais. Est-ce que ça aurait eu le même impact? Le fait que ce soit le Joker, c'est qu'on sait que c'est censé devenir un clown meurtrier et qu'on sait qu'il va forcément mal finir. Et je suis d'accord, et ça change tout. Et ça change tout, c'est probablement là où ça change. Voilà, faudrait montrer à ce film à quelqu'un qui ne sait pas qui est le Joker, donc je vais partir en quête de cette personne pour avoir son avis. Bon, il doit y en avoir beaucoup. Je voulais parler de la maladie mentale dans ce film. C'est assez délicat parce que je sais pas si on est tous bien éduqués sur ces thématiques-là et de toute façon c'est à chacun de vraiment juger par rapport à son expérience personnelle. Est-ce que vous pensez que ce film représente bien la maladie mentale et est-ce que ça ne sert pas trop à justifier ce que fait de mal le Joker? C'est un peu difficile, mais... Comment t'as fait tes questions? Ouais. Alors, à l'instant. Si tu veux, c'est un peu comme si on posait la question sur un film sur les femmes battues ou sur le racisme et l'esclavage. Et je me demanderais ça, et moi, comme je le vis pas, je peux essayer d'avoir de l'empathie, je peux essayer d'interpréter. Mais comme je suis pas proche de quelqu'un qui a une maladie mentale, j'en ai pas d'aussi grave, entre guillemets, enfin, vu qu'on est tous névrosés, que lui, j'arriverai pas à répondre à ta question là-dessus. Et en plus, je pense que le sujet du film n'est pas forcément sur la maladie mentale, même si ça pousse beaucoup dans ce sens-là, oui. Mais je pense que c'est plus sur comment la société considère les gens qui ont une maladie mentale et qui sont justement vulnérables comme lui. T'as pas une question sur la calvitie, plutôt? C'est même pas une thématique récurrente là-dedans. Ouais, ça. Mais c'est vrai que tu parlais de la ville. Enfin, non, vas-y. Ouais, non, pour essayer de répondre à ça, et pareil, comme que Truss, j'ai bien peu d'outils pour avoir un avis pertinent. Moi, je me pose toujours une question quand on voit ce genre de film, c'est dans quelle mesure est-ce que la maladie mentale n'est pas elle-même extrêmement romancée et extrêmement fantasmée par rapport à son comportement, par rapport à ses hallucinations, par rapport à ce genre de choses. J'ai pas le bagage nécessaire, mais il me semble que dans beaucoup de films, dès qu'il s'agit de maladie mentale, c'est très souvent exagéré.
Voilà, je pense que ça doit être un petit peu le cas de ce film également. Que truc. Mais à un moment donné, je crois qu'il, quand il écrit dans son journal, vers la fin du film, il décrit ce qui est marrant, c'est que quand on a une maladie mentale, tout le monde veut qu'on se comporte comme si on n'en avait pas. Et c'est justement pour ça que je dis que en fait, le film est plus sur comment la société perçoit ces personnes-là et comment elle les met de côté, en fait. Elle les met au banc de la société, plutôt que sur qu'est-ce que c'est que vivre une maladie mentale et qu'est-ce que la maladie mentale. Même si c'est évoqué, notamment avec l'histoire de sa mère, qu'on va pas spoiler non plus. Quoi. Bah si, on spoil tout en fait. Ah, on spoil On tout. est en full spoiler. Bah, full spoiler. ouais. D'accord. Donc dans le film, en fait, on spoil complètement. Mais oui. Ok, en fait, sa mère croit que, ou en tout cas essaie de lui faire croire ou évoque l'idée que le Joker, Arthur Fleck, c'est ça, est le fils de Thomas Wayne. Parce qu'elle a travaillé dans le manoir Wayne pendant très longtemps, je crois, et il lui a fait croire qu'elle avait un enfant de Thomas Wayne et qu'en fait il voulait pas le reconnaître et que c'est pour ça qu'elle a été virée, etc. Et en fait non, elle avait déjà une maladie mentale à l'époque et donc elle a adopté un petit garçon. Et elle a fait croire aux gens qu'en fait c'était le fils de Thomas Wayne, et après elle l'a maltraité, elle a laissé des hommes le maltraiter, etc. Ce qui montre quand même que la ville fonctionne très mal pour laisser une personne qui a des maladies, Oui, qui c'est est un truc que je me suis posé, c'est comment est-ce qu'elle a pu l'adopter. Dès le début en fait, il y avait un red herring. Bah, peut-être parce qu'elle était justement chez Thomas Wayne et qu'elle s'est servie un peu de cette position-là pour l'adopter, quoi. Tu parlais de la ville tout à l'heure, c'était tourné dans le New Jersey. Je crois que c'était New York, mais parce que je suis pas allé, non, c'est pas New Jersey. Et je voulais parler de la ville parce que clairement, bon, on parle souvent de Gotham, et si on écoute on regarde les coupures de journaux ou qu'on écoute ce que disent les journalistes à la télé, clairement la ville est en implosion. À plusieurs reprises, les personnages parlent à quel point la ville cause des soucis ou l'extérieur est responsable des situations. J'aime pas dire ce genre de truc parce que c'est ce qu'on lit chez Télérama, mais est-ce que la ville est un personnage, et surtout à quel point vous avez eu l'impression que ça a influencé sur Arthur Fleck, vraiment juste lui. En fait, on voit beaucoup la ville, on voit énormément de choses, on voit les escaliers, on voit les arcades devant chez lui, on voit le métro, on voit le bâtiment, la salle de spectacle où va Thomas Wayne, on voit la banque, on voit la maison, on voit une banque, on voit des ruelles, en fait on voit énormément la ville. Et puis aérienne assez folle. Ouais. Et c'est un espèce d'élément sombre, obscur, sale, pas attirant en fait. Il y a rien de positif, visuellement positif en fait dans cette ville. À chaque fois que tu la vois, c'est gris, c'est sombre. Même le moment en fait où lui danse sur l'escalier, c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce où il est en tenue colorée, où il va bien. Même là, à ce moment-là, en fait, il y a que lui qui est beau en fait dans cette ville. Tout le reste est moche, tout le reste est sale. Et du coup, effectivement, la ville incarne un personnage important. Merci pour cet accent. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un élément important. Le seul truc, peut-être, c'est que c'est très New York. Peut-être pas assez Gotham, je sais pas. Il manquait peut-être des gargouilles quelque part ou un truc un peu plus sombre, tu vois, mais qui fait très Batman du coup. Mais peut-être que c'est le début, peut-être que la ville va devenir de plus en plus sombre. Elle va aller de plus en plus mal, puisque peut-être qu'au départ elle allait bien et que là c'est le début du plongeon finalement. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais le seul endroit propre, net, beau, lumineux de quasiment, à part le Arkham, l'asile à la fin, c'est l'opéra dans lequel Arthur Fleck rencontre Thomas Wayne. C'est nickel. Les toilettes, pardon. Et elles sont souillées à la fin par le sang d'Arthur Fleck. Mais tout est souillé. Oui, c'est vrai. Sur la ville, des choses à dire, Adrien ? Pour enfoncer le clou Télérama, en fait, c'est surtout que la ville, elle sert à dépeindre, comme disait Kétrus, et la pression sociale qui est exercée sur les habitants de cette ville. Et donc ça se ressent plus particulièrement sur le personnage du Joker, parce que lui, il est plus vulnérable que d'autres. Mais ça sert surtout à dresser ce portrait des États-Unis du début des années 80, puisque ça se passe en 81, je crois, ça, ouais. Et qu'en 80, c'est le début de la récession économique, et que, en gros, les classes populaires et les classes les plus fragiles des États-Unis se retrouvent tous en fait frappés de plein fouet. Jean-Michel Fleck, il est lui-même en galère de taf et tout ça, et on voit qu'en fait ça touche énormément d'autres personnes.
Mais enfin, je veux dire, c'est le tableau qui est dépeint. Donc il n'y a plus rien dessus. Exactement. Pardon. Je voulais parler du personnage de Sophie. Sophie, c'est la voisine qui, en fait, va nous emmener un peu plus dans l'histoire. Je la trouve incroyable. Enfin, personnellement, désolé, je reviens sur Gotham. Quand la personne qui suit Arthur Fleck lui dit que la ville a coupé les fonds pour tout ça, là, je me suis dit, ok, c'est là que j'ai vu le côté personnage, c'est là que la question m'est venue. Mais clairement, c'était la façon la plus la plus évidente pour un personnage de dire, au fait, la ville est dangereuse, en fait. La ville, c'est elle qui nous tue tous. La ville ne veut plus t'aider. Voilà, et surtout, j'ai trouvé ça super égoïste et très. C'est quoi le. Macronien, non, Non. Oui, un peu. De dire, vous, ça vous affecte, la ville ne vous aime pas, enfin, les gens comme eux ne vous aiment pas, mais ils n'aiment pas non plus les gens comme moi. Je me dis, putain, mais meuf, c'est bon, toi, au moins, t'as un job, t'as peut-être une famille, t'as pas les problèmes mentaux que le mec en face de toi. Ah, partage pas ta peine de bourgeoise avec ce pauvre gamin, quoi. Enfin, voilà, bref. Tu disais, pardon. Non, rien, je disais une blague. Ok. Donc Sophie, oui, donc qui est le personnage qui nous tient sur la réalité ou pas et qui floute un peu toutes ces frontières-là. C'est le personnage qui rend humain en fait sur une bonne partie du film Arthur, parce que tu te dis, il a quand même des relations amoureuses, amicales en tout cas, avec un autre être humain que sa mère. Donc on se dit qu'en fait, ça va, il est plutôt stable et il arrive à gérer ça, que quelqu'un s'intéresse à lui. Il a un contact humain en fait. Parce que c'est vrai que souvent tu le vois en contact humain, mais qui sont pas positifs avec ses collègues de travail. Avec sa mère, c'est un peu compliqué. Avec l'assistante sociale, c'est pas fou. Et tu te dis, ouais, c'est le truc qui le rend un peu presque normal. Il paraîtrait juste un gars peut-être un peu paumé, mais finalement ça va en fait. Ouais, il est avec elle. Il va avoir des dates et tout ça. Voilà, c'est ça. Il a Sauf l'air que pas presque du tout. sain. Sauf que pas du tout. Le personnage de Sophie. À titre personnel, je n'ai pas énormément réfléchi sur le personnage de Sophie. Je pense que la discussion qu'on fait Niforey est plutôt D'accord, on peut pertinente. passer à la suite. Qu'est-ce que je voulais dire je voulais parler de différentes scènes rapidement aussi. Donc le symbole de la danse, en fait, parce que c'est un truc assez, qui est très sur lequel on insiste énormément. C'est donc ce que j'ai compris, c'est l'imitation en fait du présentateur. Il danse comme lui au tout début quand il fait ses grands gestes, machin. Il le fait juste de façon un peu plus décalée. Et on n'a jamais vu un Joker. Enfin, personnellement, je n'ai jamais vu un Joker qui s'exprimait de la sorte. Qu'est-ce que ça a évoqué chez vous ? Est-ce que vous avez trouvé, parce que on insiste beaucoup dessus. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment sympa ou alors dérangeant ? Ou rien, ou c'était cool, ça allait bien avec le film. Moi, il y a plusieurs moments dans le film. En fait, j'ai trouvé le personnage d'Arthur Fleck bête. Je trouve qu'il est un peu dépeint comme un idiot, qui a du mal à comprendre les relations humaines, qui a du mal à comprendre que Murray, là, qui l'idolâtre, quand il se projette avec lui, etc., on voit bien qu'il lui manque des connexions, qu'il lui manque une compréhension des rapports humains. Il manque un père aussi. Il manque un père. Pour lui. Et du coup, tous ces passages avec la danse, en fait, j'ai trouvé que quand il dansait, il était finalement assez pertinent dans ce qu'il produisait artistiquement au niveau de sa danse. Enfin, c'est peut-être un peu... Et je suis j'ai peut-être mal compris le film, mais du coup, je trouvais qu'il y avait un contraste entre ces deux aspects du personnage je me disais, c'est pas possible, je vois pas un personnage comme ça danser de cette façon, être créatif de cette façon dans ses imitations des mouvements. Mais je me trompe peut-être, peut-être que... Mais du coup, il y avait un petit peu une dichotomie du personnage là qui m'a un peu troublé. Et qu'on retrouve aussi quand il se retrouve finalement en face de Murray, où il switch finalement de cette personne timide et pas du tout à l'aise et en société il se révèle vraiment en tant que Joker, qui est censé aussi être derrière, être un génie du crime. Et j'ai pas vu le génie du crime en fait, au moins peut-être même dans tout le film en fait. C'est ça peut-être ça qui m'a un petit peu gêné moi.
j'aimerais bien avoir une explication des danses et tout ça. Ce que je peux y voir, c'est que c'est aussi une forme de libération pour lui. C'est parce qu'il est très souvent tête baissée, il parle pas beaucoup parce qu'en fait dès qu'il est choqué il va rire et tu vois qu'en plus son rire il en souffre, il pleure en même temps et ça lui bloque la gorge, etc. Et en fait quand il danse t'as l'impression qu'il se libère, qu'il est libre et c'est une façon non orale pour lui aussi de s'exprimer, tu vois. Oui voilà, c'est ça, c'est une expression qu'il a sans avoir à parler, sans avoir à subir son rire. Après j'aimerais bien avoir l'avis du réalisateur sur ça se trouve il y a un sens caché ou alors c'est juste. Je trouve que ça marche très très bien avec le personnage. De toute façon, cette danse-là, qui est malaisante, mais en même temps qui est un peu touchante aussi, quoi. Et les scènes où il est filmé en dansant, c'est toujours très contemplatif. Et déjà, c'est beau artistiquement. Enfin, j'ai trouvé que les scènes du film où il danse, c'est très beau, quoi. Oui, alors peut-être qu'il y a une autre interprétation. Faudra voir le director's cut ou autre chose, quoi. C'est vrai que dans les danses, en fait, ça te On va demander à Snyder. Ça permet de remarquer pas mal de choses. Tu remarques son physique parce qu'il a des mouvements et des manières vraiment de bouger son corps et presque chaque os, chaque muscle, c'est comme si, la folie presque de la possession, comme s'il y avait besoin d'exprimer quelque chose, de sortir quelque chose de ce corps. Et tu vois, je me dis des fois quand t'es un peu je sais pas, quand t'es un peu énervé, quand tu vas pas bien, t'as besoin de hurler dans un coussin ou d'un truc comme ça. Et en fait, lui, ça sortirait un peu comme ça. C'est sa manière de s'exprimer, de sortir quelque chose de son corps. Et les scènes sont magnifiques. Il y a des moments où c'est juste fou visuellement. Et l'incarnation de Joaquin Phoenix est parfaite là-dessus. Et j'avais envie t'as envie de danser avec lui, de ressortir aussi des choses comme ça. Adrien? J'ai beaucoup aimé le contraste que ça crée chez le spectateur, enfin chez moi en tout cas, parce que la première vraie scène de danse, juste après qu'il est assassiné pour la première fois, elle est magnifique et tu vois, c'est la photo, le cadre, machin, et même, tu sais, émotionnellement super fort. Et en fait, ça m'a mis en quelques secondes exactement là où je devais pas être. Tu vois, émotionnellement. Empathie un peu. Pas forcément juste l'empathie, mais tu sais, c'était très très beau alors qu'on venait de voir quelque chose d'absolument dégueulasse. Et je pense que ça, c'est travaillé en fait. Je pense que ça, c'est vraiment super bien. Le timing. Et en fait, t'as la sensation aussi de voir naître quelqu'un. À ce moment-là, mais tout au long du film, et plus, au fur et à mesure, il prend quelque part un peu possession de son propre corps et de qui il est vraiment. Et du coup, moi, je trouvais ça très très beau et à la fois très dérangeant, et je pense que c'est exactement l'intention. Avec la danse, il y a peut-être une histoire comme ça, en effet. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Ouais. il y a la musique aussi. Et là, je l'ai pas mis, mais je l'avais pas mis, pardon. Mais hier soir, que Truss et moi, on a vu le film ensemble, et il n'a pas arrêté de parler de la musique. Est-ce que tu as regardé un petit peu Non, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais j'aimerais bien que tu me parles de ton ressenti parce que c'était assez intéressant. Alors, elle m'a bouleversé. Je la trouve hyper bien dosée. C'est-à-dire, elle est inquiétante et en même temps, elle est pas creepy comme tu peux l'avoir dans les films d'horreur. En fait, tu vas entendre un instrument qu'on entend assez rarement, en tout cas qui est présent, c'est la contrebasse. Et puis après, derrière, tu as le violoncelle. Et puis, tu as même des phases où tu entends des cuivres très graves aussi. Et en fait, ça te crée des vibrations sur la durée. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pas quelque chose qui est très scandé, très rythmé. Tu vas avoir cet effet de grave qui va perdurer sur une durée, et en fait ça te permet d'avoir des scènes très longues, très lentes, très contemplatives, et en fait ça installe un malaise, ça installe quelque chose qui t'oblige à observer les images. Et c'est souvent, en fait, t'as souvent des scènes sans dialogue, sans rien. Je veux dire, les scènes de danse par exemple, la musique qu'il y a justement quand il rentre dans ces toilettes publiques après avoir tué les trois trous du cul là. Ça, je sais pas, c'est très. En plus, dès que tu vas taper un peu dans les graves, les trucs comme ça, je trouve que ça touche directement au ventre en fait. Et je sais pas, ça te fait trembler. Enfin, c'est pas quelque chose qui te fait peur, c'est pas forcément quelque chose qui te met très mal à l'aise, comme tu vas avoir des aigus qui vont être un peu stridents ou tu vois qui vont te faire mal à l'aise mais de façon creepy. Et en fait là, ça te met mal à l'aise, mais je sais pas, je trouve ça plus profond, plus émouvant, et je trouve que tout du long, et puis les morceaux aussi de musique pop ou autre chose sont très bien choisis, mais cette musique là, elle est, je sais pas, elle emplit la salle, elle t'emplit un peu comme si tu vois à l'écran. Enfin, c'est comme du Sunday Light. Ouais. La compositrice et comment on dit,
compositrice, c'est Hildur Gudnadottir. J'imagine qu'elle est islandaise. Et elle a fait la musique donc, de Joker, de Arrival, de Sicaro, de Tchernobyl La série Tchernobyl. et de Handmaid's Tale. Entre autres, et de Revenant aussi. Elle est habituée des ambiances un peu sombres, Pesantes, lourdes, pesantes. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, il y a des moments où ça me faisait trembler à l'intérieur. En fait, c'est le son. Et c'est donc du violoncelle. Et, et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle a composé la musique sans avoir jamais vu le film. Non. Wow. C'est ouf ça. Mais très beau violoncelle, ça me faisait penser au jeu vidéo Plague Tale à certains moments parce qu'on on entend bien ce petit violoncelle. C'est peut-être pour ça que le montage a duré aussi longtemps aussi. Ouais. Parce que ça marche vraiment bien quoi. Ils ont tourné en 2 mois, j'ai découvert, et c'est fini depuis mi-2018 ou je sais pas quand. Enfin, c'était super torché quoi. Enfin, torché. Très bien fait en fait. Avant-dernière thématique, c'est sur les théories. C'est en gros, qu'est-ce qui est réel dans ce film ? Un des points de ce film, c'est de nous faire sauter dans tous les sens pour nous faire croire que ça c'est vrai puis ça c'est faux. On rajoute, on retire, et il y a un twist de fin qui, pour certains en tout cas, peut laisser croire que en fait il n'est jamais sorti de cet endroit et que tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'on a vu depuis 2 heures, bordel de merde, ce serait faux. Alors est-ce qu'en 2019 on peut encore faire ce genre de choses ? Oui, c'est le Joker. Est-ce que ça peut être justement être un coup de nez de faire justement hey, vous attendez pas à ce qu'on vous fasse, c'était un rêve, donc je vous ai fait c'était un rêve. Un pied de nez. C'est pas même pas c'était un rêve, tu vois. Dans ma petite lettre d'amour, je disais en fait le créateur a dit qu'on n'a pas besoin de savoir quel est son passé, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il a cette tronche là en fait. On a juste besoin d'avoir le Joker. Et c'est vrai que quand tu es sorti de la salle, donc tu viens de vivre le film, t'as vécu le premier revirement de en fait, la voisine, t'es pas avec, hein, tout ça, c'est pas bon. Enfin, tu te fais des histoires dans ta tête. Et t'as eu le dernier revirement qui te dit, en fait, si ça se trouve depuis le début, c'est pas ça l'histoire. Il t'a juste raconté un truc, il t'a raconté ce qu'il voulait te raconter. Quoi. La meilleure blague. La meilleure blague. Et en fait, je sais pas quelle version j'aime des deux. En fait, les deux me vont. Et j'ai limite peut-être pas envie de savoir ce qui est dans l'idée du réalisateur. Est-ce que c'est un Schrödinger Joker ? Je veux pas savoir. Ouais, non, c'est un peu ça. Je veux pas savoir quelle est la bonne version. En fait, les deux me vont. Il y a peut-être pas de bonne version, justement. Je sais pas. Est-ce que c'est ce que le réalisateur voulait ? Histoire, ouais, Nolan, il a jamais dit il y a telle ou telle version. Le film se termine comme ça, voilà. La toupie. Ok. Non ? Pas de théorie. Moi, j'ai dit ok, d'accord. Moi, j'ai pas trop de théorie. Moi, j'ai un peu pris le film comme il venait, en fait. Peut-être que je l'ai pas vu dans les bonnes conditions, parce qu'on en a pas encore parlé. Dans le train, debout dans une allée. Mais en fait, j'avais des grosses attentes sur le film. Et enfin, des grosses attentes. J'avais par rapport à tout ce qui avait été dit. Oh, j'espère que ça me fera rire. J'espère non, que. Et j'ai pas du tout passé un mauvais moment. C'était un bon film. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être passé à côté, moi, en fait, de tout ce que les gens y ont vu. Donc c'est pareil, aller faire des théories comme ça, finalement, moi, ça m'intéresse pas. T'en as une, toi ? De théorie, ouais. Si c'est dans l'univers de Batman ou pas. Tu t'en fous. En fait, on s'en fout complètement. Du coup, parce que attends, mais laisse-moi dire. C'est pas traîner ton fils. Je pense qu'on s'en fout parce que c'est pas le sujet du film. Et pareil, quand tu as des détracteurs qui disent, en fait, ça sert à rien que le film soit en référence à Batman et au Joker. Le film aurait très bien pu se passer comme ça. Moi, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. On l'a dit tout à l'heure, c'est déjà que le fait de savoir que c'est Joker, ça change ta façon de percevoir le personnage et ça te met toujours dans un dilemme terrible de se dire il est attachant, ah c'est cool, il a tué ces 3 connards là, c'est génial, etc. Et en même temps tu te dis putain mais attends c'est le Joker, après c'est vraiment un enfoiré, etc. Et la deuxième raison c'est que pour moi, au-delà du fait que ce soit un film politique, un film social, en fait, sur les effets de notre société, les inégalités, on en a parlé, tu vois. Enfin, je veux dire, la scène des temps modernes, avec tous les riches et les notables qui rigolent devant, c'est génial. Et que ce soit le seul endroit propre, ouais. Voilà. Pareil, hein, le temps des endroits propres qui est tout petit par rapport au temps des endroits sales, c'est aussi la répartition riche et moins riche dans notre monde actuel, etc. Mais le fait que ce soit transposé dans l'univers de Batman, moi ce que j'adore, c'est que ça peut aussi dire, regardez, le Joker, c'est une erreur.
c'est une erreur provoquée par notre société. C'est une erreur en fait. Ce personnage-là n'aurait jamais dû devenir Joker. En fait, il a été créé parce qu'il a eu cette pression sociale, parce qu'on l'a abandonné au niveau de son job, on l'a abandonné au niveau de ses traitements. On l'a abandonné à la naissance. On l'a abandonné à la naissance, on l'abandonne après, il switch complètement. Et en fait, le Joker, qui est un peu le premier super vilain de Gotham City, entre guillemets, est une erreur. Donc Batman est une erreur. En fait, et donc cette image du super-héros qu'on a, en fait, a été construite sur une erreur de la société. Et en fait, juste cette réflexion, et même si elle est fausse, c'est pas grave, parce que je trouve ça intéressant de se la poser et d'essayer d'envisager le prisme des super-héros et des super-vilains sous cet angle-là, qui est très politique et très social. Mais pourquoi pas, quoi. C'est probablement faux, mais tu l'as bien dit. C'était le film basé sur le fameux tweet et si Bruce Wayne voulait vraiment aider Gotham City, il injecterait son argent dans les œuvres sociales et dans les aides, etc. Voilà, qui a dit ça? C'est génial. C'est un tweet qui repasse date tous de les 1943. 3-4 semaines sur Twitter. Et enfin, ouais, bon, ça c'était ma petite note personnelle. On a revu, pour moi c'est mon plus gros twist dans ce film, c'est la mort des parents de Batman. Je m'attendais pas du tout à le voir. Moi aussi je m'y attendais, et même au bout d'un moment, oui, mais au moment où tu vois la ruelle, je me suis dit, est-ce qu'il y a le collier avec les perles, tu vois, et là tu vois le collier avec les perles. Dès qu'on a vu le collier, on fait, ok. En fait, je me dis c'est kitsch, mais s'il avait pas été là, il m'aurait manqué. Et je suis d'accord avec toi, ouais. Moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé, mais je me suis dit, bon, ok, là c'est bon, on a tout vu, c'est la mise en place pour la mort des parents de Bruce Wayne. Ouais, je trouve que c'est une des parties peut-être les moins bien réussies, mais les Wayne dans le film sont pas hyper bien abordés. Je trouve la scène où Joker vient devant le portail, qui rencontre Bruce pour la première fois, son petit frère qui n'est pas son petit frère. Je trouve que, je sais pas, il manque un peu de choses dans la scène. Pareil, la scène dans les toilettes avec Wayne n'est pas... Je sais pas, il manque un petit truc sur les Wayne. Alors, les scènes sont pas nulles, hein, c'est pas ça, mais en fait, ils sont là. Nous, on connaît l'histoire derrière, on sait ce que c'est, on sait ce que ça va devenir. Et du coup, je sais pas, c'est peut-être un petit peu triste, soit qu'ils aient pas assez d'importance, soit qu'ils en aient trop. Enfin, le fait que ça soit les Wayne, en fait, et que tu les vois aussi peu, mais autant. Enfin, je sais pas, il y a un petit équilibre qui me perturbe. On fait référence sans arrêt à eux, c'est sûr. Ouais, on en parle pour beaucoup. le coup, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme disait Cotrus, c'est une autre vision, c'est un what if, quoi. Et si vous êtes sûr que c'est vraiment lui le méchant, c'est vraiment de sa faute. Et pour le coup, là, je trouve que la scène, justement, à la fin, et moi, en tout cas, même si on l'a déjà vu, je sais plus combien, 4 ou 5 fois au cinéma, cette scène-là, moi j'ai trouvé ça pas mal qu'elle soit là pour justement, oui, c'est le film de Joker, donc Joker c'est Batman, donc regardez pourquoi Batman est là au départ, c'est pas forcément à cause de Joker, c'est parce que tout ce que Ketrus a décrit, c'est parce que ça va pas. Et la question peut-être que pose le film, mais qui suis-je pour la poser, c'est est-ce que Batman n'est pas finalement la mauvaise réponse, puisque lui il va aller tataner Joker, alors que les problèmes ils sont pas là. Le Joker c'est qu'un résultat d'un problème. C'est qu'un résultat, voilà. On en revient au tweet que j'évoquais. Ce que je trouve intéressant, enfin, je t'entendais dire, il manque quelque chose sur les Wayne, comme si on ne faisait qu'effleurer la surface, et en même temps, ça pourrait correspondre très très bien à, dans la théorie où en fait le Joker ou du moins Arthur Fleck a imaginé tout ça, en fait il a composé une histoire avec le peu qu'il sait, c'est-à-dire l'arrogance présumée ou vécue de Thomas Wayne, tu vois, un meurtre dans une allée, des émeutes sociales, enfin tu vois, tu sais, c'est facile à se représenter. Oui, voilà, c'est ça. Et que quelque part, je veux dire, tout ça, enfin la scène de rencontre avec Bruce Wayne, quelque part, elle pourrait complètement être fantasmée elle aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, enfin je veux dire, ça marche très bien comme ça. Pardon, je fais un tout petit retour en arrière sur la rencontre avec, le rôle de Thomas Wayne et le rôle de ce personnage, de cette famille dans la ville. Ce que j'ai trouvé super fort, enfin moi ce moment m'a vraiment rappelé des très actuels, très réels, tu sais, une sorte de condescendance des pouvoirs publics, tu vois, sur des petites classes, sur une classe moyenne, tu vois, ou populaire, qui les insulte de clowns, tu vois. Ça m'a rappelé des sorties récentes d'hommes politiques qu'on connaît nous très bien, quoi. Donc je trouvais ça
assez bien vu. Le seul truc qui me rassure dans le fait que c'est peut-être une imagination de Joker, d'Arthur Fleck, c'est que Alfred Pennyworth ne sait pas se battre. C'est le seul truc, pour moi c'est le seul point qui me dit c'est pas réel. Parce qu'on rappelle que Alfred Pennyworth c'était un ancien des forces secrètes ou spéciales, les deux. Des SSS. Est-ce qu'on peut juste rebondir sur la théorie, parce que comme moi j'étais vraiment pas du tout dedans, j'étais à des dizaines de kilomètres d'envisager ne serait-ce que l'once du début d'une théorie, ce serait que la réalité serait la fin et qu'en fait tout le film serait l'histoire que raconterait le Joker en fait, pour se dédouaner d'être une mauvaise personne et justement pour mindfucker un peu les gens et dire réfléchissez qui est le bon dans cette histoire. Ouais, pour raconter une version de son histoire mais qui se changera sûrement la prochaine fois qu'on lui demandera, tu vois. C'est dans Killing Joke où il dit mon histoire c'est une histoire à choix multiples ou je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, on sait jamais. Ouais. Et si ce sont, Todd Phillips c'est l'autre scénariste dont j'ai oublié le prénom mais qui est à saluer de la même façon. Ils ont dit que voilà, il y a plein de petits éléments qui sont rapportables. On parlait de la carrière de comédie, mais c'est vrai que cette réplique là, pour moi c'est clairement peut-être un message, un indice quant à la fin du film, peut-être. Et c'est vrai que la scène de Batman, en fait, la scène du meurtre des parents de Batman, n'importe qui, je pense ici, si on devait raconter la scène du meurtre des parents de Batman, on le ferait exactement de la même façon. C'est la ruelle, le mec qui arrive comme ça avec le hoodies, le collier de perles, le Thomas Wayne qui meurt en premier, elle qui meurt après, les perles qui tombent et Thomas Wayne et Bruce Wayne à la fin entre les deux avec la même lumière, la même ruelle. Et c'est peut-être ça en fait qui justement prouve que c'est dans l'imagination de Tom. Il peut pas tuer ses parents dans un avion comme tous les super-héros de l'époque, je sais pas. Si ça se trouve, il avait déjà vu le film. Moi, j'aime bien les théories. Enfin, j'aime bien. Je trouve ça pertinent, mais j'ai l'impression qu'on prête peut-être un peu trop de... Oui, c'est pas le sujet du film. Non, c'est pas le sujet. C'est le petit truc qui te reste à la fin qui te dit voilà. C'est Joker, en fait, pourquoi est-ce que j'ai cherché à savoir qui c'était? Juste, en fait, ça se trouve, il m'a raconté n'importe quoi. Mais c'est le fait que ce soit lui qui l'ait raconté, il y a un petit truc, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on recommande le film? Oui. Ouais. Il est super terriblement. beau. Et puis, l'acteur, Joaquin Phoenix, il est juste génial, en fait. Oui. Physiquement, il incarne un truc qui est incroyable. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est déjà un film qui a atteint le statut de film culte, quoi qu'il arrive, donc il faut le voir par définition. Et il fait parler de lui, en fait. Même les gens qui en parlent en mal ont besoin d'en parler. En fait, tu peux pas sortir de la salle, te taire et rentrer chez toi sans parler à personne. T'as besoin d'en parler. Ça t'en touche une en faisant bouger l'autre en général. Oui. Ok. Pour 50% des gens. En fait, Non, en plus, ça fait plaisir de voir un film, entre guillemets, pas un thème des super-héros, mais en tout cas l'univers des super-héros traité de cette façon-là. Et c'est super, quoi. J'ai personnellement, j'aime bien cette voie que DC a pris par défaut. Et si on nous sort des trucs comme ça, que ce soit lié ou pas à des mondes, des mondes fantastiques, super-héroïques, ou qu'on nous fasse, en fait, tu vois, je tire très loin, mais si on nous fait un Hawkeye, ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais écoutez-moi. Oui, on parlait de ça hier justement aussi. Un Hawkeye avec ce côté complètement viscéral, honnête, terre à terre. Peu importe le fait qu'il fréquente des gens qui viennent d'autres planètes, l'idée c'est d'avoir des personnages pour lesquels tu vois la peine, ou en tout cas l'évolution juste. On s'en fout que ce soit Joker ou machin. Il y a d'autres films dramatiques horribles sur des maladies mentales qui sont géniaux, tu vois. Je mets pas ça en avant, mais là c'est Comics Podcast, donc il faut parler de ça. Mais c'est l'idée d'avoir du matériel qui vient d'un comic book, mais adapté d'une façon concrète, avec une vision, je trouve. Et pas sans parce que dire Joker, qu'on va on aurait pu faire suite, tellement de trucs pétés. Mais voilà, en gros, j'essaie de décrire le cinéma, comment faire un bon film. Mais demande à Scorsese et mince, j'ai perdu son nom, tu vois déjà. Ouais, non, pas Scorsese. Ford Coppola oui, Scorsese, non, Martin Scorsese et. Pour quel film? Francis Ford Coppola. Ah, les inspirations pour leur saillie récente. Tu dis qui suis-je pour définir le cinéma? Non, parce que tu vois, si tu veux ça, en fait, si tu veux du super-héros viscéral, real life, Watchmen qui casse, super, que sais-je, tu vois. Je veux dire pour le futur, parce qu'on a déjà ces figures-là qui sont là, mais je veux dire, la direction que prennent les films de super-héros en ce moment, c'est plutôt le grandiose, la magie, le fantastique, tout ça. Là, on peut faire les deux très bien, mais c'est vrai que ce côté vraiment cru, c'est ça c'est un des trucs que j'ai bien apprécié dans ce film-là.
c'est peut-être le mieux que DC a à faire finalement, parce qu'essayer de faire du MCU, on a vu, ils n'y arrivent pas. Donc, Mais de toute façon, j'attends le moment où Disney dira stop aussi, hein, et peut-être qu'on aura des choses peut-être un peu plus. Je sais pas comment dire. Je passe un peu pour un idiot, un peu béat, mais. Un idéaliste. Moi, j'y crois pas trop. Voilà. Un utopiste. Sur ce, c'est la fin de cette émission. Papa. Et qu'est-ce qui se passe en fin d'émission? Alors, ouais, pardon. Est-ce qu'on peut conseiller Joker à futur patriote numéro 1, futur patriote numéro 2? Non, numéro 423. Ah, numéro 423, pardon. Remerciements aux chroniqueurs, c'est vous. Donc, merci les chroniqueurs, merci Nivrae. Merci Cotrus. Merci Grégo. Oui. Merci Adrien, que je n'ai même pas présenté en début d'émission et Non, qui on le connaît. est à la fois intervenu et a aussi réalisé l'émission grâce à ses doigts de fée. On va dire merci. Non, votre actu, qu'est-ce que vous faites plus tard? Vous rentrez chez vous Ouais, déjà. Moi, c'est je pas pense mal, que je vais aller dormir. Vous faites quoi, vous, après là? Moi, je vais rentrer chez moi. Ouais, bah, moi, Et tu vas pareil. commencer à préparer Whisperos Ouais, aussi, ouais. à la Au- Comic Con Au Paris. moment où l'épisode est posté, je viens de terminer mon interview de René Singelin à propos Et de leur comment il va dernière sortie. Et je me prépare à enchaîner 3 interviews dans l'après-midi sur des sorties de chez Glénat. Voilà, dont Mirka Andolfo. On avait parlé de son contrôle naturel. Animal Crossing du loup et du Ouais, chaperon Monster rouge, Hunter quoi. Vidule, Voilà. là, je sais pas quoi. Et toi, donc tu vas dormir, c'est ça? Oui. Ok. Sinon, vous pouvez retrouver d'autres membres de l'équipe qui seront avec une actualité plus intéressante dans Ok. dans 2 semaines, le 8 novembre, vendredi. C'est ça, c'est 8, hein, j'ai écrit quoi? Attends. Non, c'est bon. Je rigole même pas. Prochaine émission? Non, mais il nous montre ce que c'est qu'être intéressant. Là. Ouais, bah, excuse-nous. de Non, pas mais je faire suis désolé, d'autres c'est mis ailleurs. Bon, podcasts. bref. Chroniqueur, actu chroniqueur, remerciements aux auditeurs. Merci les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci les auditeurs. Pour ce 128e épisode. Patreon, c'est déjà fait. Non, c'est pas fait. Putain, j'ai écrit un texte de ouf. Attends. Attendez. En fait, t'es chez toi là? Si, c'est ça Patreon. Tout seul chez Non, toi, non, là trop pas. Ah, d'accord. Musique, on recommande. Prochaine émission, 8 novembre. J'ai dit octobre, c'est 8 novembre vers 11h parce qu'on est toujours à la bourre. Et si vous avez apprécié ce podcast et que vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce sur le Patreon de notre collectif de podcasts Vaisseau Hyper Sans Sas. Dedans, il y a Whisperos, que vous connaissez peut-être. Il y a 2 des 4 ou 5 voix il y a dedans qui est dans ce podcast. Le Défaussé, il y a 0 des 5 voix de ce podcast. Et la fiction Bungalow 183, vous avez 45% de l'équipe d'écriture et 20% de la voix. Elle vous a fait la voix de la... Écoutez Ouais, Bungalow c'est le mec 183. qui s'est Bref, tapé tout le montage. et Adrien aussi, le monteur. Oui, le monteur et le réalisateur détail, même un du détail. podcast. Ceci nous permettra par exemple d'acheter de nouveaux présentateurs et de renouveler le matériel ou d'organiser des émissions De renouveler dans le stock de de les blagues. renouveler, différentes régions, y compris l'Outre-mer. Y compris à Ah ouais. Cuisset, Bah écoute, mince. Ok. Ça fait 2 semaines que je me dis, il faut Bah, à dans tout toute prix que je la recite francophonie. cette ville. Oui, c'est maintenant, c'est l'année. Cuisset en quelque chose là. Et participer vous donne de petits Désolé. avantages comme, et j'ai mis 3 petits points. Alors ouais, l'avantage en fait c'est que là on va finir l'épisode Ouais. et en fait les micros ils seront pas coupés Oh, et du coup il y a un bonus qui est Oh. enregistré oh. et qui est diffusé uniquement au patronaute. Alors j'ai une blague, je la fais dans le bonus ou je la fais maintenant? Moi j'aimerais dire, je suis un peu un salaud et je dis, bah Ouais. attends un peu, ou alors tu la commences au moment où on coupe. Tu la commences, Ah on oui. coupe et après tu la refais dans le bonus. C'est D'accord. l'histoire d'un C'est mec. génial. tout- C'est génial. Alors. Et Non alors, mais attends, j'ai je peux pas la faire tout de suite. Bah non, attends. Oh, et j'étais chaud. prochaine mission, à bientôt. Voilà, merci de nous avoir Ah oui. écoutés. Et l'adresse du Patreon, par contre, c'est patreon.com/vaisseau hypersensas.com. Vas-y, on veut le début de la blague. Et vous pouvez aussi dire que vous nous aimez, tout simplement. sur Oui, Twitter, voilà, des petits messages. Et voilà, on a, comme vous avez peut-être remarqué, on a un peu mélangé les trucs dans cet épisode pour espacer un peu mieux et commencer direct l'émission. On espère que ça vous convient. Si vous avez quelque chose à redire, n'hésitez pas. Si vous aimez cette formule, n'hésitez pas. Si ça vous laisse indifférent, dites-le nous. À bientôt. Alors, est-ce que vous pensez que l'ancêtre de Lex Luthor, c'est